Chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers partenaires, amis, mesdames, messieurs, c'est un honneur, par cette première conférence, d'ouvrir les 70 ans de l'IAE de Lyon. Je vois qu'il y a de l'ambiance. Je vous rappelle qu'il y a encore plein d'animations. Donc, effectivement, aujourd'hui s'ouvre une journée d'animation, mais les 70 ans, ça va être toute l'année. Donc, il y aura des choses qui vont se dérouler tout au long de l'année, des événements, des animations. Et aujourd'hui, évidemment, c'est la grande journée qui nous rassemble tous. Parce qu'en fait, cette IAE Lyon, c'est une grande famille. C'est une dimension collective. Je me plais à le rappeler régulièrement, mais c'est grâce à nous tous, nous toutes, que nous faisons l'IAE Lyon et que nous rayonnons aujourd'hui comme nous rayonnons vraiment. On le voit dans les classements, on le voit dans l'attractivité. L'IAE de Lyon, c'est le plus grand IAE de France, c'est 7000 étudiants, c'est plus de 70 diplômes. On a des taux d'attractivité qui sont excellents. On a, je fais un petit peu quand même, faut se faire plaisir quand même. Non mais voilà, on a 89% de nos étudiants qui trouvent un travail à 6 mois. Les salaires moyens à la sortie sont de 40K. Je pense qu'on peut être fier parce on est vraiment, ce qu'on est, c'est quoi? C'est une école universitaire d'excellence en management. Tous les mots sont importants. D'accord? C'est-à-dire qu'on est ancré au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3. On a une mission de service public, celle de faire que des étudiants, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, qui ont les compétences, qui travaillent, puissent avoir un parcours d'excellence qui leur permette d'ouvrir une carrière professionnelle où ils ne vont pas subir, mais ils vont être acteurs de leur carrière professionnelle. On a aussi à cœur d'ouvrir le champ des possibles, notamment au travers de ces grandes conférences qui ont jalonné l'année aussi, grâce à Valérie Revès, que je souhaite remercier pour cette organisation sans faille. On ouvre aussi nos étudiants à d'autres thématiques. On les ouvre sur le monde. C'est notre motto, c'est Think Large, c'est vraiment l'ouverture au monde, les capacités à prendre des décisions dans un environnement complexe. On espère qu'on forme nos étudiants aussi à savoir agir et transformer le monde, notamment pour qu'il soit meilleur. Alors, je vais arriver quand même à notre conférencier. Vraiment, c'est pour moi un honneur que d'accueillir le professeur Yves Pigneur. C'est un professeur prestigieux. Il est le père avec Alexander Osterwalder II, pardon, du business model Canvas. Et moi qui suis professeur de stratégie et d'entrepreneuriat, c'est une référence vraiment internationale et nous sommes plus qu'honorés qu'il nous ait fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui et de pouvoir interagir avec nous. J'espère que vous profiterez de cette conférence. En plus, vous savez, on a une stratégie, on a une vision, et dans notre stratégie, on a un de nos axes qui est oser innover par la recherche et l'expérimentation. Et je pense que le professeur Pigneur en est vraiment l'illustration parfaite. Et je suis donc très heureuse que nous puissions le recevoir aujourd'hui. Je vais passer maintenant la parole à qui? À Éric Lambert. Le temps qu'il arrive, je vais en profiter pour remercier aussi tous nos partenaires qui soutiennent cet événement et vraiment merci à eux. Donc le groupe Boiron, Fiducial, Formasup Odyssée et le groupe ADECO. Merci à eux pour être avec nous dans ce cadre de cette journée et nous permettre d'avoir un événement de cette qualité-là. Merci. Merci beaucoup Marie-Christine. Je suis très heureux d'être rassemblé avec vous pour célébrer ce très bel anniversaire. Ce que je vous propose de célébrer aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la réussite d'un modèle.
Marie-Christine vient d'en parler. Il y a plein de façons de mesurer cette réussite. On pourrait parler de la qualité des intervenants aujourd'hui, du programme que vous avez construit. Bravo à l'équipe qui a construit un programme de célébration formidable. On va passer une bonne journée tous ensemble. Marie-Christine a parlé des taux d'employabilité, des taux d'attractivité, des prix que reçoivent les masters de l'école. Moi, je suis employeur dans cette région depuis plus de 30 ans. Et la façon dont je mesure la réussite, c'est la qualité, l'expertise et la compétence des étudiants qu'on recrute et qu'on embauche. J'en parle d'autant plus qu'il y en a dans cette salle, je les salue. Et on apprécie, nous, entreprises, vraiment énormément l'énergie, la compétence et l'enthousiasme des formations que vous offrez aux étudiants dans cette école. Et puis, il se trouve que j'interviens pas mal sur l'attractivité de notre territoire depuis de nombreuses années. Je connais pour notre territoire l'importance d'institutions de formation et d'enseignement supérieur. Et je peux vous dire que l'IAE a toute sa place, qui est primordiale dans l'attractivité de notre territoire. C'est super pour notre IAE, mais c'est super pour notre région aussi. Quelques-uns d'entre vous étaient à New York il y a quelques mois pour représenter le territoire et pour porter ces outils de formation. Qu'on soit à New York, qu'on soit à Bourg, qu'on soit à Lyon, qu'on soit à Paris, l'IAE a toute sa place dans l'attractivité de notre territoire et c'est un sujet qui est très précieux pour moi également. Cette réussite, en plus, elle est collective. Et c'est ça qui est magnifique. Comme le disait Marie-Christine, l'IAE, c'est une communauté autour de valeurs extrêmement fortes qui sont l'engagement, la bienveillance, l'entraide, l'excellence. Et je voudrais prendre juste une minute pour saluer les différentes parties prenantes de cette communauté. D'abord, Marie-Christine et son équipe de direction qui font un boulot formidable depuis des années pour la performance et la qualité de notre école. Toute l'équipe d'enseignants, toutes les équipes administratives. J'ai la chance d'échanger avec eux depuis plusieurs années. Je vois l'implication, l'énergie, l'enthousiasme qu'ils mettent, que vous mettez pour la réussite de nos étudiants. C'est vraiment super. Je voudrais saluer les entreprises, les collectivités, les membres du conseil qui, par leur lien avec leurs institutions, permettent de renforcer quelque chose qui est super important pour les étudiants. C'est le lien justement avec ces équipes qui les accueilleront par la suite. Je voudrais saluer les étudiants qui participent pleinement de la vie de notre école, avec toutes les associations que vous gérez, que vous faites vivre. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec la Junior Entreprise. Je suis bluffé par la qualité de leur présentation et de leurs travaux. Voilà, l'IAE, c'est l'ensemble de cette communauté. À l'heure où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, moi je préfère parler d'intelligence collective et vous tous participez remarquablement à cette réussite collective et c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et profitons de ce beau programme que vous nous avez construit. Joyeux anniversaire à tous et bonne journée. Bonjour, je remercie Eric et Marie-Christine donc pour ces mots de lancement pour cette journée exceptionnelle. Je vais prendre quelques minutes pour introduire l'intervention d'Yves Pigneur. Donc Marie-Christine a déjà mentionné la co-création du business model Canva avec Alexander Osterwalder qui est une référence. Donc Yves Pigneur qui est professeur émérite à HEC Lausanne, qui est invité pour des séjours de recherche et des conférences dans des universités internationales. Il a bien sûr, il est titulaire d'un doctorat en management, mention sciences de l'information, et ça compte aussi. Auteur avec Alexander Osterwalder de nombreux ouvrages de référence que vous connaissez, Business Model Generation, de Value Proposition Design ou The Invincible Company plus récemment.
et est classé aussi parmi donc, les penseurs les plus influents ces dernières années en management. Donc c'est vraiment un grand honneur et un plaisir pour nous de recevoir Yves Pigneur. Je souhaiterais brièvement éclairer 3 dimensions des recherches conduites par Yves Pigneur. Premièrement, ce que je trouve remarquable, c'est que ces travaux et ces conceptualisations sont des références non seulement au niveau académique, mais également, puisqu'ils sont cités des milliers de fois, mais également au niveau des entreprises, puisque les entreprises s'approprient, adaptent ces travaux, et que ce soit des petites entreprises innovantes ou des grandes entreprises innovantes. Donc on trouve les noms de Tesla, d'Amazon, de Capgemini et bien d'autres. La liste est très longue. Et quand il y a une alchimie entre la conceptualisation d'un côté et l'appropriation par les entreprises de l'autre côté, je trouve que c'est une belle réussite. C'est une belle réussite à la fois pour les entreprises et pour la société. Alors, on sait que le modèle a été créé aussi suite à la demande d'ingénieurs qui souhaitaient créer leur entreprise dans une université. Et ça met aussi en lumière, ce business model Canva, ça met en lumière aussi l'importance du transfert des connaissances de l'université vers le monde économique. Et à un moment où la science, enfin son rôle et sa place se sont questionnés, je trouve que c'est bien de montrer qu'il y a de belles réussites qui peuvent se faire à la croisée des 2 chemins. Deuxièmement, le deuxième trait distinctif, c'est l'importance de l'expérimentation, des tests, des allers-retours entre les conceptualisations et leur exploitation, c'est-à-dire on n'est pas dans des modèles figés, les dimensions de dynamique et d'apprentissage sont importants, et dans un monde comme le nôtre, très changeant, complexe, incertain, avoir des objets qui s'adaptent et qui soient comme ça flexibles et réflexifs, c'est très important. On en discutera peut-être dans la discussion, de voir les capacités aujourd'hui, mais ça c'est un point aussi qu'il me semblait bien de souligner. Et dernier point, les dimensions sociétales et environnementales. Construire un business model, ce n'est pas uniquement que créer de la valeur économique. C'est aussi, et il me semble que c'est une direction aussi qui vous tient à cœur, c'est aussi créer de la valeur sociétale, environnementale. Et ça aussi, on peut faire le lien. Alors, face à nos grands défis sociétaux, et Marie-Christine le mentionnait, face aux valeurs de l'IAE, l'impact sociétal, la dimension sociétale est cruciale aussi pour nous et pour la stratégie de l'IAE. Donc, le déroulé de la séance, nous allons vous écouter donc avec grand plaisir, et ensuite on va prolonger ce moment par une table ronde avec des intervenants qui vont y participer. Donc, Éric Lambert qui a introduit donc cette séance, donc qui est le président du conseil d'administration de l'IAE, secrétaire général du groupe Boiron, donc grand groupe qui œuvre à l'international, plus de 70 ans d'expérience et leader dans le domaine de l'homéopathie. Et également Jean-Fabrice Lebratti, donc professeur en management de l'IAE, spécialiste aussi en SI, et qui est le directeur de notre laboratoire de recherche Magellan. La séance sera modérée par Romain Lesage, maître de conférence en entrepreneuriat et stratégie, et aussi co-animée par des doctorantes que je souhaite citer, donc Léa Barbeau, Clara Boucher, Evangelia Tiakolis, et donc nous sommes ravis de ce moment ensemble. Je laisse la parole à Yves Pigneur. Alors nous avons un cadeau de la part de l'IAE. Oui, avant. Voilà. Et encore merci. Un petit moment technique.
Ça, j'ai pas. J'ai celui-là. C'est bon. Ok, alors on est prêt. C'est bon? Ouais. Alors, bon matin, merci beaucoup pour l'invitation. Et on est parti, mais avant de commencer, je voudrais juste montrer une statistique récente, c'est de fin 2024, donc un petit peu plus d'1 an, qui montre la chose suivante, c'est que sur base d'un questionnaire que BCG a envoyé à tous ses clients dans le monde, que 83% des entreprises classent l'innovation comme une des 3 principales priorités qu'elles ont pour leur entreprise, mais seulement 3% se jugent prêtes à l'innovation. Donc le gap quand même est assez grand entre l'ambition et l'expertise ou le savoir-faire. Mais ce qui est plus frappant, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, c'était 20% se jugeaient prêtes à l'innovation. Donc la situation s'est dégradée d'une certaine façon en 2 ans. Voilà. À partir de là, je vais essayer de partager avec vous quelques idées sur l'innovation dans les entreprises qu'on a développée avec Alex. On se connaît depuis 25 ans maintenant. On habite dans la même rue, on se voit assez souvent et on a écrit ces livres qui ont été évoqués tout à l'heure. Et donc voilà, on a une réflexion. Et lui fait à peu près la même présentation un peu plus tard dans la journée à Charlotte Honeywell. Alors, l'enjeu dans les entreprises existantes, c'est que d'une part, elles exploitent un ou plusieurs modèles d'affaires qu'elles ont, mais ça ne les dispense pas peut-être d'innover, c'est-à-dire d'examiner, d'explorer des modèles d'affaires pour le futur, ne serait-ce que pour peut-être remplacer certains business déclinants. Donc on dit que les entreprises devraient être habiles des 2 côtés, ambidextres, d'accord ? Donc excellentes, bonnes dans l'exploration du futur et excellentes dans l'exploitation. Ce n'est pas l'une au détriment de l'autre. Okay. Donc de ce côté-ci, on est plutôt dans le mode de l'invention, et là de la transformation. Et je vais essayer de l'illustrer dans la matinée. Maintenant, si on regarde un peu 3 caractéristiques. 1, pour les projets d'exploitation, l'incertitude est faible. On sait à peu près où les choses vont. Du côté de l'exploration, on ne sait pas prévoir à l'avance très bien dans quelle direction ça va prendre. La deuxième chose, c'est que l'investissement. En général, du côté de l'exploration, c'est la gestion de projet. Donc après avoir étudié le projet, on donne un gros montant, on sait qu'on va arriver au bout du projet. Du côté de l'exploitation, ce n'est pas vrai. En fait, on va peut-être mettre des petits montants au début pour réduire le risque d'une certaine façon. Et si on y arrive un peu, on va mettre peut-être un peu plus d'investissement. Mais ça va être par à-coup d'une certaine façon. Et enfin, la troisième chose, c'est que les questions que le leadership pose, c'est est-on dans les délais, dans les budgets? Est-ce que tout se déroule comme prévu? Du côté de l'exploitation, ce n'est pas vrai, puisqu'on ne sait pas bien prévoir. Donc là, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'il va falloir changer? Est-ce qu'il va falloir continuer, itérer, abandonner le projet éventuellement? Donc nous, on dit souvent, de ce côté-là, c'est la gestion de projet, donc la planification est possible. Et de ce côté-là, c'est plutôt tester est nécessaire. On teste et on avance au fur et à mesure qu'on teste. Bon. Donc, moi, je vais regarder plutôt ça aujourd'hui, évidemment. Et on a développé une certaine boîte à outils, certains que vous connaissez, on va y revenir. Et je vais en fait principalement reprendre celui-là, j'en prendrai d'autres en cours de route, qui est le premier modèle qu'on a développé. Il avait été développé initialement, comme je pense ça a été rappelé, sur notre campus, où il y a les PFL, HEC, pour aider, entre guillemets, les étudiants à raconter l'histoire de leur futur business. D'accord ? Donc, une notation pour décrire, évaluer, modifier, transformer un modèle d'affaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais brièvement visiter les 9 blocs, mais je pense que vu la salle, à mon avis, vous connaissez tout, donc ça va aller très vite. J'ai pris ILTI, société suisse, Liechtenstein, qui fabrique et vend des outils de qualité pour la construction, entreprise familiale aussi. D'accord ? Donc, la proposition de valeur, c'est ce qu'on offre aux clients. Dans leur cas, c'est des outils de chantier de haute qualité. C'est la Rolls-Royce des outils de chantier, les tout rouges. Là. Et puis, les clients, les segments de clients, c'est ceux qu'on vise principalement. Peut-être qu'il y a d'autres clients qui sont, vous, bricoleurs, qui aimez bien ces outils, vous allez peut-être être aussi des gens qui achètent, mais la cible client principale, les métiers de la construction. Le canal, c'est la façon de joindre ces clients. Dans ce cas-ci, c'est une force de vente, essentiellement, avec des représentants, mais c'est aussi, ils ont quelques magasins tiers et des revendeurs. Et la relation client, c'est la nature de la relation qu'on essaye de garder avec les clients. Dans leur cas, ici, j'ai écrit direct 1 à 1, c'est-à-dire qu'ils essayent de garder le même représentant en face du même client pour garder, maintenir la confiance, voir quels outils ils ont besoin dans le futur.
Et enfin, le modèle de revenu, c'est le flux de revenus, c'est comment ils font de l'argent. Dans leur cas, c'est essentiellement transactionnel, c'est une vente des outillages. Toute cette partie-là, en fait, on appelle ça la scène, parce que le client, il voit tout ça. Il voit ce qu'on lui vend, par où il peut l'acheter, ce qu'il doit payer. Ce qui est ici derrière, c'est ce qu'on appelle les coulisses, backstage. Donc, c'est ce que je dois avoir. Dans leur cas, ils ont 2 types de ressources. C'est des sites de production, des sites d'assemblage, des usines, et des choses plus intangibles qui sont les brevets, la propriété intellectuelle sur des outils ou des parts d'outils. Et quand on a quelque chose, on peut faire quelque chose. Ce sont les activités clés, les grands processus. Dans leur cas, c'est essentiellement fabriquer et vendre. On peut avoir dans un modèle d'affaires des partenaires plus ou moins stratégiques. Ils ont des partenaires qui sont des gros sous-traitants pour des machines, pour des outils ou des parties d'outils. Et enfin, la structure de coût. Ce n'est pas le détail des coûts, ça ne nous intéresse pas à ce stade-ci. C'est juste un peu la grande structure de savoir où ils dépensent l'argent. Donc essentiellement ici, ça sera sur la fabrication et sur la distribution. Voilà. Donc ça, c'est le modèle. Ah, tiens. Magasin revendeur. En fait, le magasin, c'est un revendeur, donc il achète aussi les outils. Donc, d'une façon, il est aussi client. D'accord ? Donc, on va mettre en évidence une deuxième famille de clients. Et donc, la force de vente va être en fait des gens qui sont aussi en contact avec des revendeurs qui reprennent des outils, qui les achètent. Et donc, ils génèrent une partie des revenus. Et eux, à charge de les revendre éventuellement à des clients derrière. Okay, donc on peut affiner un petit peu le modèle. J'y reviendrai dans un instant parce qu'il y a eu une grosse transformation en fait il y a quelques années. Donc ça, c'est en fait le Google Trends de business model par rapport à Lean Startup Blue Ocean. Donc il reste avec une pente assez grande. Et dans une étude de Teach Entrepreneurship il y a 2 ans, 88% des incubateurs accélérateurs dans le monde utilisent un Canva. Celui-ci ou proposition de valeur. Maintenant, je fais une petite parenthèse, même si on ne va pas l'utiliser. Celui-là, il a été fait pour décrire comment on crée de la valeur pour l'entreprise, de savoir qu'un jour, vraisemblablement... Tiens, il est où celui-là maintenant ? Voilà, donc ça va dépasser ça. Mais on avait introduit un outil plus récent, enfin, il y a maintenant une quinzaine d'années, celui-là, il date de 20 ans, qui est le candidat de proposition de valeur pour faire un zoom-in sur le client et ce qu'on va lui offrir. Et là, en fait, ce Canva, il permet de raconter comment on crée de la valeur pour le client. Et il faut les deux, bien sûr. C'est un peu un aller-retour entre les deux. Donc, on travaille parfois à ce niveau-là, parfois à ce niveau-là, pour faire en sorte que les clients, qu'on ait quelque chose d'intéressant pour les clients et en même temps qu'on ait quelque chose d'intéressant pour l'entreprise. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai focalisé sur le business model Canva et un outil un petit peu derrière. Ce que je vais faire... dans l'heure qui suit, c'est parler d'innovation par les modèles d'affaires, pas que par les produits et la technologie, explorer des idées d'innovation, qu'est-ce que ça veut dire ? On en a eu un petit aperçu avec les 3 dimensions tout à l'heure, et venir sur le fait que des entreprises en fait, gèrent un portefeuille d'innovation et qu'elles n'ont pas qu'un seul modèle d'affaires. Ok, c'est parti. Mais ça, j'ai une question d'abord pour vous, allez lever la main. Donc, quelle est, à votre avis, l'affirmation qui reflète le mieux votre expérience avec les outils d'innovation ? Vous êtes débutante, beginners au niveau du Canva ? Même si vous connaissez, mais peu l'occasion d'avoir utilisé. Okay. Qui, et par contre, vous l'avez utilisé dans le cas soit d'un cours éventuellement, soit d'un projet d'étudiant, ou bien d'une start-up ou d'une entreprise existante. Ok, donc deuxième moitié. Qui est expert en conception. Il y en a quelqu'un dans la salle, j'imagine. Non ? Ouais. Et je sais, alors pas des experts, mais des gens qui peuvent l'enseigner. Ouais, ok. Donc voilà. Donc on est à peu près avec moitié-moitié débutants, beginners, et puis bien sûr quelques collègues ici devant. Alors, préparez de quoi écrire, stylo, crayon, parce qu'en fait, on va faire quelques exercices et le petit papier que vous avez devant vous va me permettre de vous demander d'écrire 2-3 choses. Donc ayez quelque chose pour écrire sous la main. C'est parti ? Ouais, faites ça. Alors, je vais commencer par innovation de modèle d'affaires. Et essayer de montrer que l'innovation technologique, l'innovation de produit n'est pas la seule. Si vous regardez, on peut imaginer des centres d'innovation, des épicentres qui sont un bloc qui a un rôle un peu plus fort dans le business model Canva que je viens de visiter. Alors, l'innovation produit, c'est évident que c'est une source d'innovation. J'ai pris l'iPad. Quand on lance l'iPad, quand Apple lance l'iPad, c'est un gadget postmoderne. Personne ne sait à quoi il va servir à ce moment-là. Une innovation produit, on le met sur le marché, on va voir derrière. Mais l'innovation peut être aussi de modèle d'affaires. Et elle peut venir de la droite. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on peut imaginer...
On peut imaginer qu'elle vient de la droite. J'ai pris un exemple très ancien, Tupperware. Les boîtes de plastique ne sont pas innovantes. Mais la façon de demander à des clients d'être canal de distribution pour joindre d'autres clients avec les Tupperware Party a été quelque chose qui a expliqué l'origine, à l'origine en tout cas le succès de Tupperware. L'innovation, elle peut venir de la partie gauche, les ressources, les activités, de certains types de partenariats. J'ai pris Ikea. Ikea, les meubles ne sont pas spécialement innovants, c'est du bois et des vis. Mais la façon de demander à des clients d'être partenaires pour faire l'assemblage et le transport et de laisser juste la fabrication à l'entreprise a été quand même quelque chose qui a expliqué à l'origine le succès. Et enfin, l'innovation, elle peut venir du bas. Pensez au low cost dans l'aviation. Moi, j'ai pris ici Spotify. Il y avait déjà de la musique qu'on pouvait écouter sur un device, avec iTunes, c'est de la musique piratée. Mais ils ont l'idée d'avoir un abonnement pour écouter de la musique. D'accord ? Donc, un modèle de revenu assez différencié à l'époque qui va expliquer le succès, qui est un succès qui s'est continué. Je vais illustrer maintenant deux façons d'aborder le modèle d'affaires, soit pour en inventer un, on verra après transformer un modèle existant. Alors, inventer, ça peut être Nespresso qui invente un modèle qui est complètement différent des business models de Nestlé. Ça peut être Fujifilm qui crée Astalif, qui est une société de cosmétiques, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des ressources intéressantes pour faire des films qui pouvaient servir pour maintenir la peau. Ça peut être aussi Ping An, qui est une société d'assurance, qui crée Good Doctor, et qui est un modèle vraiment complètement différent de l'assurance. Donc c'est de la santé électronique. Ils ont 400 millions de clients, et ils ont 17 000 médecins. D'accord ? Donc vraiment, deux choses, ça c'est invention. Alors moi, je n'ai pas pris une invention d'une entreprise existante, j'ai pris une entreprise qui va démarrer à Zurich, créée par les deux frères Freytag, Daniel Marcus. Et la petite vidéo ici va vous montrer, en guillemets, donc ils récupèrent des bâches de camions, ils ont des bons designers et ils font des sacs, pour sac à dos pour le vélo ou que sais-je, qui sont tous différents fatalement parce que vous allez voir. Alors. D'accord, donc on prend les bâches, ils en récupèrent quelques centaines de tonnes et ils font des sacs comme ça. Ils sont tous différents fatalement parce que le designer il va couper des morceaux. Il faut reprendre les bâches, les nettoyer. Et, voilà. Et puis les designers peuvent commencer, d'accord ? Et ils font un certain nombre de sacs avec des couleurs différentes. Et voilà. Ok. Maintenant, ça va être un exercice pour vous. Vous avez un petit papier devant vous. Donc, en 3 minutes, c'est possible de faire. Avec vos voisins, je crois qu'il y a un pour deux, ou de temps en temps, dans les premiers rangs, il y en a un pour un. Donc, regardez. Ici, c'est des sacs design avec du matériel recyclé. Et j'ai mis comme cible client les citadins branchés éco-responsables. Donc on trouve plus ça à Zurich qu'à Launay, dans un petit village suisse. Ici, vous avez en fait les composants du business model, quelques composants du business model. Et je vais vous demander d'écrire sur votre papier, à la page 2, la lettre correspondante où le bloc vous semblait le plus logique de le mettre. Donc si vous pensez que les canaux de distribution, c'est les boutiques Freytag et le site web Freytag, eh bien, vous écrivez la lettre E, puisque E, c'est boutique. C'est pour aller plus vite, c'est pour ne pas écrire chaque bloc. Et quand j'ai le temps, à Axe, on avait un peu plus de temps, j'avais donné les étiquettes autocollantes. Mais ici, je ne savais pas combien de personnes il y avait. Donc, vous avez une feuille de papier et vous avez 3 minutes pour, entre guillemets, mettre les 8 lettres au bon endroit. C'est bon ? C'est parti.
Lui, il a un avantage parce qu'il a déjà joué une fois. C'est pour ça que j'avais demandé de mettre les lettres, d'écrire ce que trop facile. Ok, il semblerait que ça soit trop facile, donc on va y aller. Alors, le canal, on l'avait vu tout à l'heure, donc c'est les boutiques web. Ils ont des revendeurs aussi, notamment en Corée, aux États-Unis. La relation client, ça c'est quelque chose d'assez particulier. C'est qu'en fait, elle est basée sur le fait qu'ils vont partager les mêmes valeurs, notamment environnementales, avec l'entreprise, les employés et les clients. Donc la relation client, c'est de faire en sorte que ça soit entretenu. Le flux de revenus, c'est fatalement les ventes de sacs avec un prix premium. Les sacs sont plus chers que ceux qu'on peut faire venir avec Shein de Chine, beaucoup plus chers. Ici maintenant, ils ont des ateliers, on les a vus dans la vidéo tout à l'heure, pour laver, pour couper, pour découper, pour designer. Et il y a toute une boucle ici qui va être, ils ont besoin de matériaux recyclés, les bâches, et ils récupèrent aussi les ceintures de sécurité des voitures pour faire les bandes pour les sacs. Ils ont besoin de fournisseurs de bâches qui vont être des gros providers, des grands partenaires. Et donc la collecte des bâches est une angoisse, c'est une activité forte, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher ces 700 tonnes de bâches. Et enfin, la fabrication des sacs, c'est une autre activité clé, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de designers, d'accord, qui est vraiment une ressource importante chez eux, de faire en sorte que les sacs restent esthétiques, mais dans un environnement récupéré. Et puis la structure des coûts, elle va venir derrière, donc j'ai essentiellement matériaux, fabrication, distribution. Ça, c'est le modèle, et voilà à peu près les volumes. 700 000 sacs pour l'année, et 800 tonnes de bâches. Donc, ce n'est pas une très grosse entreprise. Elle est toujours en croissance. Elle se débrouille avec des volumes corrects. Elle fait, là, il y a 2 ans, ils ont fait 23 millions. OK. Maintenant, si on regarde et qu'on détricote un peu ce modèle, l'épicentre, il est assez sur les activités. C'est assez compliqué de faire ça, d'aller récupérer les bâches, de les designer, de les laver et tout ça. Et donc, ça veut dire que les coûts sont plus élevés. C'est une fabrication locale. Ils ne font pas faire leur sac au Bangladesh ou comme d'autres. Donc, c'est un enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte qu'on développe une proposition de valeur et qu'on fasse sentir aux clients, voilà, on respecte certaines de ces valeurs. Donc, ça veut dire que les prix, soyez prêts à payer un peu plus parce que les clients vont accepter qu'avoir du local, avoir de la récupération est un peu plus cher ou beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Et quand on décortique un peu ces composants rouges ici sur le modèle, en fait, c'est ce que nous, on appelle un pattern de modèle d'affaires. C'est quelque chose dans lequel, OK, ça c'est vraiment clé pour faire une proposition de valeur éco-responsable, avec une structure de coût qu'on sait fondée sur l'impact, donc a priori plus cher, relation fondée avec les clients, qu'on partage avec le segment de clients, et qui est donc prêt à payer un prix premium. Et ça, on appelle ça un pattern. Et donc, ces patterns, pour chaque pattern, on a quelques exemples. Patagonia est exactement construit sur le même pattern de modèle d'affaires, mais pour des vêtements et du matériel de grimpe. Switcher aussi, vous connaissez moins, c'est suisse à ma connaissance uniquement. Et pour chaque, on a une trigger question en disant, tiens, quand tu es en train d'imaginer un modèle d'affaires qui n'a rien à voir avec les sacs ou les bâches, est-ce que tu pourrais imaginer qu'on configure les activités pour avoir un impact? C'est oui, c'est non, c'est juste une intuition. Mais ce n'est pas les seuls, parce que ce pattern-là, ce n'est qu'un parmi d'autres. A business model pattern is a repeatable configuration of different business model building blocks that could be used to strengthen an organization's overall business model. OK. Et donc voilà, on a une sorte de librairie de patterns
qui peut nous aider à faire une conception de modèle d'affaires dans un tout autre secteur d'activité que les différents exemples qu'on aurait pu choisir ici, par exemple Freytag. Okay, ça, c'est ce qu'on voulait. Et ils vont nous servir pour The faire... Patterns Library helps ensure the future of your company. Business models expire faster than ever before. So here are 3 main ways patterns can help you stay relevant, ensure longevity, and keep ahead of the competition. Design and assess. Use patterns to design superior business models and to assess the competitiveness of an existing business model. Disrupt and transform. Use patterns as an inspiration to transform your market. The Patterns Library showcases a series of companies that disrupted entire industries. They were the first to introduce new business model patterns in their arena. Question and improve. Use patterns to ask better business model questions beyond the traditional product, service, pricing, and market-related questions. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'idée. Et vous avez entendu dans la petite vidéo ici, il parle aussi, ça va nous aider à transformer peut-être. Donc, non, on va regarder. Cette fois-ci, je suis du côté de l'exploitation. J'ai des modèles d'affaires qui sont en cours d'exécution, en cours d'exploitation. Et puis, soit il y a un problème, soit j'aimerais bien faire mieux, que sais-je. Donc, je vais peut-être utiliser le Canva aussi pour faire le design, la conception d'une transformation, d'une rénovation. TED, c'est quand ils sont passés des conférences TED vers les TED Talks, que vous regardez tous, j'imagine. C'est une grosse transformation. Tout leur modèle d'affaires a dû changer. Ils sont passés d'une société qui organise des événements, comme il y a aujourd'hui, vers une société qui est une maison de production, finalement, de médias. Quand on voit que Netflix est passé d'envoyer des DVD à la maison pour regarder le DVD, et puis ils sont passés au streaming que vous connaissez maintenant depuis une douzaine d'années, ça, c'est une grosse transformation. D'accord, hein? On passe d'une société qui gère un stock de DVD avec des commis dans le stock vers quelque chose qui est purement informatique avec des informaticiens, des ingénieurs et autres. Et j'ai pris Hilti, et je reviens dessus parce qu'on l'a vu tout à l'heure comme exemple. Depuis leur création, ils avaient ce modèle de fabriquer et vendre des outils. Donc on est dans une logique où le jaune, c'est celui qui tourne maintenant, qui est en exécution. Et le bleu, c'est celui que j'aimerais bien construire et peut-être de mettre en œuvre si je vois que ça marche bien quand je fais mes essais, mes erreurs, mes tests. Donc on est dans la même logique que l'architecte qui fait une rénovation de bâtiment. J'ai le plan blanc, je mets un papier calque dessus et je décide de mettre une fenêtre là, de remettre une porte là, de casser le mur là, de refaire. C'est exactement la même chose qu'on voulait, c'est pouvoir dire j'ai le blanc, c'est le plan de mon ancien modèle, celui qui tourne maintenant, je mets un papier calque dessus et je dis mais je vais changer ça, je vais introduire telle chose, je vais supprimer ce composant pour voir si je peux reconstruire un modèle d'affaires qui serait plus efficace, plus pertinent, plus performant, que sais-je. J'ai pris ceux-là parce qu'ils vont avoir un gros problème il y a quelques années en arrière. D'accord ? Donc, ils avaient ce modèle-là qu'ils ont exploité pendant quelques dizaines d'années. Et tout marchait bien, ils étaient en croissance. Mais en 2009, ils font une chute de 25% de leur chiffre d'affaires. C'est énorme. Il m'a dit tout à l'heure, ça peut être plus parfois, mais c'est vraiment un gros choc. Et pourquoi ? En 2008, il y a la crise financière. Donc, on construit moins, donc on achète moins d'outils. Et par répercussion, eux vont perdre ça. Et à ce moment-là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de redynamiser les équipes, d'augmenter la force de vente. Je sais pas. Et ils se sont dit, mais attendez, le client qui m'achète les outils, le premier job, ce n'est pas d'acheter des outils, c'est de les utiliser. Donc peut-être qu'on pourrait leur louer des outils dont ils ont besoin. Donc ils vont imaginer une solution pour un abonnement mensuel. On va suivre, réparer, remplacer, mettre les outils. D'accord ? Donc c'est pour avoir toujours l'outil que je veux au bon endroit, au bon moment. Have you ever wanted to just focus on your work and forget about administrative issues and managing your tool fleet? If so, Tool Fleet Management, Hilti's long-term tool usage service, is for you. We take care of your tools while you focus on the job. Hilti helps assure that your team will have the best tools, each unique and labeled using RFID and an inventory number so you can maintain control of your tool fleet. If something breaks down, no problem. Hilti has another way to make your work easier. We repair or replace your tools quickly at no additional cost. Hilti will also update your tools on a regular basis,
always with the latest generation models. All this on a single monthly invoice. Ok, donc ça c'est l'idée. This will C'est vraiment de dire le gestionnaire des outils, il décide quel outil il veut sur quel chantier à quel moment, et puis il fait en sorte que les outils arrivent au bon endroit, sont repris s'ils sont cassés, réparés, et tout ça, et puis lui il paye une mensualité. Donc à partir de là, il va en fait changer à peu près tout son modèle. Je n'ai plus besoin d'une force de vente parce qu'il connaît. Donc en fait, je vais essentiellement utiliser un accès en ligne. C'est lui qui est dans son bureau, il décide qu'est-ce qu'il veut comme outil à quel endroit. Et ils vont faire une petite changement entre la cible client. Au lieu d'aller viser ceux qui utilisent les outils, c'est plutôt d'aller viser ceux qui sont responsables d'amener les outils au bon endroit, au bon moment. Donc dans les grosses sociétés, le responsable logistique ou opération. Dans les petites sociétés, le patron de la société de construction. Alors ici, en termes de relations clients, ils vont essayer de garder ce contact, mais à travers des contrats plus longue durée, parce qu'ils vont faire signer un contrat qui fait que tu ne peux pas juste ce mois-ci payer, puis après tirer avec les outils. Non, tu vas rester avec moi pendant une certaine période de temps où tu vas payer cet abonnement pour avoir accès aux outils, même si cet abonnement, cette mensualité peut changer en fonction du nombre d'outils qu'on utilise sur les chantiers. Et le modèle de revenu, c'est un revenu sur les services mensuels, et donc c'est un revenu récurrent. Et puis en partie gauche, ils ont dû changer beaucoup de choses. Au départ, ils ont pris, on va louer nos outils. Ah oui, attendez, on fabriquait, on vendait. Maintenant, il y a une grosse activité qui va être la gestion du parc, parce que c'est eux maintenant qui l'ont. C'est eux qui doivent amener avec la camionnette les outils, les reprendre, les ramener au bon endroit, les réparer, que sais-je. Deuxièmement, l'inventaire des outils. Quand vous vendez un outil, vous le vendez, j'ai l'argent, je le vends le suivant, c'est une sorte de boule de neige qui se fait. Mais maintenant, supposez que vous avez tous des outils, les 1000 outils au départ, ou les 1000 clients qui ont des outils, c'est moi qui l'ai au CAPEX, d'accord ? Donc c'est vraiment une ressource chère, ils ont dû recapitaliser la société et tout ça. Et ici, dans la structure de coûts, il y avait toujours la fabrication, la distribution, mais il y a surtout les coûts de gestion du parc. Il y a des camionnettes qui viennent, qui repartent, il y a des employés qui réparent et qui les ramènent au bon endroit, que sais-je. OK. Regardez maintenant, ça c'est le CIO qui a fait la transformation et qui dit les revenus récurrents du service nous ont aidé à stabiliser. En fait, regardez bien ici, c'est accroître. Ici, voilà. En quelques mois, ils vont aller chercher 100 000 clients dans 40 pays différents, à stabiliser les activités ou accroître nos activités pendant la crise financière lorsque les entrepreneurs n'achetaient pas d'outils. Voilà, une transformation qui a d'abord été faite en atelier à Liechtenstein et puis qui a été déployée. Et ils ont mis un certain temps à déployer la solution. Ici, on ne s'intéresse qu'à la conception, l'architecture. Donc si on regarde, la grosse transformation, c'est produit à service avec des revenus récurrents. Le canal de vente passe à des canaux de service et leur accès en ligne dans ce cas-là. L'activité est liée au produit, passe de produit à prestation de service et donc la structure de coût doit être adaptée. Et ça, de nouveau, pour nous, c'est un pattern. Cette fois-ci, un pattern de transformation, shift pattern, d'accord ? Et donc dans lequel, ici, j'ai les produits, d'accord, et qui vont devenir un service. Et regardez, il faut changer la prestation de service, le coût. Donc c'est comme tout à l'heure un pattern, mais qui est un pattern qui nous comment je change quelque chose, comment je transforme quelque chose. Shift patterns codify the shift from business model to another. They help you think through how you could improve your current business model by shifting it into a more competitive one. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc on a aussi établi une librairie d'une douzaine de patterns qui peuvent nous aider quand quelqu'un doit faire une transformation. As-tu pensé à passer à service ? As-tu pensé à utiliser une ressource pour faire autre chose ? J'ai mentionné tout à l'heure Fujifilm. Quand ils vont créer Astalift, ils prennent cette base de données de 20 000 produits chimiques et ils disent qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ? Mais le business model de vendre des produits cosmétiques et vendre des films et développer des films, c'est deux choses complètement différentes. Donc à peu près tous les blocs ont changé. Voilà. Maintenant, prenez un crayon et à la page 3 de votre petit carnet, je vais vous demander de vous dessiner quelque chose. Ça va aller très très vite, donc il faut vraiment avoir le crayon dans la main parce qu'en 5 secondes, je vais vous demander de dessiner quelque chose de spectaculaire. Alors, qui a son crayon ? Tout le monde demande. Vous avez tous un crayon là ? Soyez prêts, ça va aller vraiment très vite. Alors, dessinez une petite maison. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Maintenant, montrez votre petite maison à vos voisins. OK. Je ne les vois pas toutes, mais certaines. Alors, vous allez dire pourquoi toutes vos maisons se ressemblent assez fort. D'accord ? Vous avez un carré, un triangle.
Vous avez fait un chalet suisse et vous n'habitez pas dans un chalet suisse, il y a d'autres maisons qui peuvent cohabiter. Donc, innover, ce n'est pas faire comme tout le monde. Il faut arriver à trouver quelque chose qui fait que ça se différencie un peu. Porter déjà disait, si ce n'est pas différencié, vous allez faire la bataille sur les prix et tout le monde va les tirer vers le bas. Donc c'est d'arriver avec quelque chose qui montre qu'on peut venir avec de la location d'outils alors que tout le monde vendait des outils, un abonnement mensuel pour de la musique alors que tout le monde faisait autrement. Il y a quelque chose, un des blocs qui doit se différencier un peu, qui fait en sorte que le modèle d'affaires est un peu différencié. Et ici, l'ancien doyen de la Business School de l'école de commerce de Toronto dit les managers doivent devenir designers. Pour ceux qui font l'exploration. L'exploitation, c'est là, quand on doit dessiner un bâtiment comme celui-là, il faut savoir comment on fait, ça c'est le rôle des ingénieurs, des gestionnaires de projet. Mais pour ceux qui essayent un nouveau business, il faut être plutôt dans une logique de design. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc on va regarder un peu, explorer des idées d'innovation. Si vous pensez, un entrepreneur, un intrapreneur ou une intrapreneur, d'accord, a une idée, ou une équipe a une idée, il cherche le bon modèle d'affaires, et quand ils pensent l'avoir trouvé, ils peuvent essayer d'exécuter, de lancer, de croître ou de survivre, je sais pas. Et donc c'est la raison pour laquelle, mais ça il y a 20 ans, avec Alex, on s'est toujours dit, pour faire ça, ce n'est pas des compétences de manager, marketing, finance, compta, ressources humaines. Non, c'est en fait des compétences d'architecte. Il faut travailler la façon d'un architecte de faire du design. Et je vous explique 3 composantes. À nos yeux, qui disaient pourquoi on pense que l'architecte est plus équipé, ou les techniques de l'architecte, que du gestionnaire. L'architecte, il fait des plans. Les plans, c'est un langage commun, une notation pour être compris par le chef de chantier comme l'architecte voulait être compris. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je sais ce que ça veut dire. On peut s'échanger un plan et on sait ce que ça veut dire. 2, il fait des maquettes, il fait des prototypes, il fait des simulations. Il utilise la conception assistée par ordinateur. Et avec ces artefacts, il essaie d'avoir l'avis des futurs habitants, futurs propriétaires du bâtiment. Et je voulais la même chose. Donc je voulais des canevas. C'est un langage commun, parce qu'on se comprend, on sait ce que c'est un canal, on sait ce que c'est un partenaire clé. Okay. Et on voulait des techniques de design et des techniques de testing. Si on regarde les premières, souvent on va travailler comme ça, on a une intuition, une idée, donc on va faire du design, on va essayer d'imaginer. Et c'est en fait un peu du design thinking appliqué à la conception de modèles d'affaires ou de propositions de valeur. Donc on va utiliser des techniques de brainstorming, d'idéation, d'observation, d'ethnologie éventuellement. On prépare les choses, on vient, et à un certain moment on dit il faut faire un plan. Chez nous, un plan, c'est quoi ? C'est utiliser les canevas pour dire à quoi va ressembler mon modèle d'affaires, à quoi va ressembler ma proposition de valeur, comment est-ce qu'elle fit avec les attentes du client, les problèmes, ses peines, ses gains. OK. Et puis après, je peux avoir une première phase d'évaluation. Je regarde les forces-faiblesses de mon modèle. Est-ce que par rapport à tous les patterns que j'ai vus, est-ce qu'il y en a un qui ressort ? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser un autre ? La technique principale à ce niveau aussi d'activité, quand on est dans une logique de conception du modèle d'affaires, c'est le prototypage. C'est devenir, mais pas un prototypage comme on fait en gestion, où souvent c'est en fait une progression, un affinement de la première idée. Est-ce que ça vous aimait ? Oui, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien qu'il soit plutôt rond et transparent. Et en fait, j'ai ça en tête, d'accord ? Et donc, on arrive comme ça et on affine une solution. Pour un architecte, ce n'est pas ça du tout. D'accord ? Il vient et il explore des alternatives. Il va ouvrir le jeu, pas simplement refermer comme ça en affinant une idée. Il va dire « Ah oui, tu voulais faire ça. Pourquoi tu n'as pas pensé à faire ça ?» Et donc, on va plutôt avoir quelque chose comme ça. All that will cost you. There you go, your first model. But don't expect a medal or a breakthrough. Predictable models can work, but rarely give you a competitive advantage. So don't fall in love with your first idea. To compete in a world where the best model wins, you'll need to think harder and explore alternatives. For example, prototype a model where you give away your value proposition for free. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que nos intrapreneurs ou entrepreneurs ne tombent pas amoureux de leurs premières idées. Et je travaille sur un campus, et on l'a dit, on a développé ça en partie parce qu'on était en contact avec ces ingénieurs et scientifiques. C'est terrible. Il a travaillé 5 ans, 6 ans, ou elle a travaillé 5 ans, 6 ans sur sa thèse. Elle a mis au point un device ou un truc ou machin.
Elle dit, je vais le vendre. C'est ça, c'est mon idée. Je vais faire une start-up qui vend ça. Et donc, le faire revenir un peu sur terre et lui dire, pourquoi tu as pensé à vendre ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas le louer? Est-ce qu'on ne pourrait pas mélanger deux choses ensemble pour faire un produit plus sophistiqué? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur un autre marché? Donc, de venir avec des modèles parfois un peu alternatifs, parce que quand on n'a qu'un modèle, qu'un seul modèle d'affaires ou une seule proposition de valeur, par définition, c'est la meilleure. Et donc, on y va, on lance, on exécute. Si on en a 2, 3, 4 devant nous, on peut faire le difficile. On dit, ah, mais je préfère celle-là. OK, jusqu'à là, on se comprend. Et donc, quand j'ai fini l'activité de design, j'ai un modèle d'affaires, et a priori, ils sont super contents. On a fait le job, on y va, on lance. Mais les échecs sont nombreux, et on le sait. Et j'en ai pris un, parce que pour moi, il était spectaculaire l'année passée. J'ai pris Forward, c'est en fait l'idée de mettre une cabine comme ça, d'intelligence artificielle avec un docteur artificiel à l'intérieur, avec du diagnostic, des traitements, des devices médicaux assez sophistiqués. Et tous les investisseurs de ce truc-là ont trouvé que ça serait tellement génial qu'ils ont financé. Avec une seule idée, celle-là, de mettre ça dans les centres commerciaux aux États-Unis, Walmart et autres. OK. Ils lancent en 23, ils arrêtent en 24, ça ne marche pas. Ils ont dépensé 348 millions. Ce n'est pas le cas le plus frappant. Le plus frappant, c'est les fermes vertical boundary. Mais regardez, on perd beaucoup d'argent. Donc, j'ai une question ici. Imaginez que vous êtes VC ou que vous connaissez des capitalistes risqueurs, là, VC, Venture Capitalists, et qui voudraient bien faire la chose suivante. OK, je suis prêt à mettre 500 000 euros, dollars, mais j'aimerais bien qu'après 5, 7 ans, j'ai ramené un gros succès. Supposons 50 fois ce que j'ai investi. Alors, vous allez me dire, est-ce que vous pensez que sur 10, ils peuvent faire un gros succès? Non. Qui pense que c'est 50? Sur 50, je fais un succès important. Je peux avoir des petits succès entre les deux, mais non. Qui pense que c'est 100? OK. Alors, regardez. J'ai pris une statistique qui a été faite sur 15 ans sur tous les VC professionnels américains. Et dans 6 cas sur 10, 6 investissements sur 10, ils perdent de l'argent. Ils rapportent moins que ce qu'ils ont investi. Alors, si vous regardez, 3 cas sur 10, 3 investissements sur 10 rapportent. Ici, on voit 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et il faut attendre 4 sur 1000 qui font ce carton de 50 fois. Ça fait quand même assez peu. Hein? Parce que ça veut quand même dire qu'ils ont investi dans 250 projets à 500 000 pour, entre guillemets, espérer faire qu'une fois, 50 fois. Et puis... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour des professionnels de la finance, ils ne peuvent pas anticiper les gagnants. Ils doivent accepter qu'il y a des perdants dans leur portefeuille. Ils gèrent un portefeuille. OK. Je reviendrai parce que ça, c'est des gens professionnels en finance. Je reprendrai tout à l'heure un exemple en disant il y a des très bons gestionnaires dans certaines entreprises. Et est-ce qu'ils font mieux qu'eux? C'est une question qui est sur la table. La deuxième chose que j'ai essayé de regarder, mais pourquoi ça échoue alors? Pourquoi dans 6 cas sur 10, je perds ce que j'ai mis? Je perds ces 500 000. OK. Et là, il y a une autre statistique qui est de 2026, qui a été réactualisée 2026, sur 430 startups qui ont échoué aux États-Unis. Ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et notamment, c'est celle qui m'intéresse, dans 43% des cas, cette entreprise propose quelque chose que personne ne veut. Donc, vous avez investi de l'argent pour le capitalisme. Vous, comme entrepreneur, vous avez de l'effort, du temps, de l'énergie. D'accord ? Et puis, ça ne marche pas parce que vous n'avez pas été sensible au fait. Peut-être que le client, ça serait bien de savoir s'il est intéressé par ce que j'ai mis au point. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine sciences, ingénierie et autres, parce qu'il y a une certaine passion pour la technologie. Et là, le père du Lean Startup, Steve Blank, dit « Oh, il y a quand même une ligne assez forte entre la vision de l'entrepreneur et une certaine hallucination. » Entrepreneurs, as smart as you are, on day one, all you have is a faith-based enterprise. It's a religious organization because you're betting on your vision and you see things others don't. But we now know over history, about 95% of the time, you don't have a vision, you're actually hallucinating. So is it possible to kind of eliminate that waste of time and energy to find out only later that you were wrong? And so what we propose is you take your hypotheses, you actually break down your vision into this business model canvas,
and now get it out of the building in a fairly formal way, using something we call the customer development process to test every one of those hypotheses. And what we'll find is, you know what, as smart as we're not smarter than the collective intelligence of our customers. Ok, donc c'est vraiment l'idée, sortir du bâtiment, aller en contact avec le client, peut-être les partenaires, les canaux, que sais-je. Donc ça veut dire que si on continue un peu notre cycle ici, avec notre 2 hélices, c'est je vais émettre des hypothèses, je pense que, à un moment donné, et les canevas sont là pour me dire, les hypothèses, elles vont correspondre à peu près à tous les blocs. J'ai des hypothèses sur les canaux, sur les clients, bien sûr, sur les produits. Et puis, je vais tester, je vais faire des tests. Et on a développé une quarantaine de techniques de testing différents avec David Bland, d'accord, pour dire, il y a des tests faciles, interviewés, mais on sait que ce que le client dit et ce qu'il va faire dans 6 mois, c'est 2 choses différentes. Donc, on va essayer de trouver des techniques de test avec un appel à l'action un peu plus fort, comme ça, il est un peu plus engagé dans notre dialogue. Et puis, une fois qu'on a testé, on va essayer d'apprendre quelque chose, c'est-à-dire de détecter les évidences qui nous montrent que notre hypothèse est vérifiée. Et à partir de là, on va pouvoir décider. Les hypothèses, entre guillemets, portent sur tous les blocs. J'ai pris juste le canevas parce qu'on l'a illustré tout à l'heure. Donc, c'est la désirabilité. Est-ce que les clients veulent ce truc? La faisabilité, c'est est-ce que on peut le faire, nous? Est-ce qu'on a les capacités d'eux? Est-ce que la technologie est maîtrisée? Et enfin, est-ce que c'est viable? Peut-on générer de la valeur? Est-ce qu'un jour, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10, on va couvrir nos coûts? Et puis, la 3e étape, c'est la décision. C'est à partir de ces évidences, j'ai décidé sur base d'évidence. C'est super compliqué à faire dans 2 cas de figure. Pour les entrepreneurs, c'est le jury qui va voir, l'entrepreneur pitch son truc, et vu mon expérience de professeur d'entrepreneuriat, ça va bien marcher ton truc. Oh, ça ne m'a pas marché. L'intuition. Ça, il faut combattre au maximum. Il faut dire non. Est-ce que les évidences, les preuves que tu as accumulées sont suffisantes pour me faire croire ça? Pas sur base de mon intuition de gestionnaire. Que c'est. Et puis le 2e groupe, c'est dans les entreprises existantes, parce qu'il y a une équipe d'innovation qui a travaillé, elle vient, elle dit « j'ai fait ça, on va lancer ça ». Et de nouveau, mais moi j'ai 20 ans d'expérience dans ce groupe-là, ça va marcher. Ou bien ça ne va jamais marcher ton truc. Il ne faut pas faire confiance à ça. Il faut pouvoir dire, non, est-ce que toi, tu m'as amené les évidences qui fait que je vais, de façon assez systématique, avec une checklist, de dire, est-ce que tu as vérifié ça? Oui. Et comment tu l'as fait avec tel type de technique de test? Et combien de tests tu as fait? Et quelle était la force de conviction, de preuve du test? Donc vraiment de décider à partir d'évidences. Et puis là, on va soit persévérer. Persévérer, ça veut dire qu'on va continuer à tester. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il s'est éteint celui-là? Ok. Alors, regarde. Donc ici, persévérer, c'est on continue à tester parce on doit tester d'autres hypothèses. Pivoter, c'est-à-dire qu'on repart à la table à dessin, on refait du design. D'accord. Et puis éventuellement lancer, ou il faut être capable d'arrêter. Et ça, c'est vraiment la leçon, c'est de dire, OK, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai amené 3 hypothèses, 4 hypothèses. Et on va pratiquer. C'est assez compliqué de pratiquer du test grand groupe comme ça, donc j'ai fait un exercice un peu artificiel. Donc Topologie, c'est une société qui a l'idée suivante. Il y a des gens qui n'aiment pas les lunettes quand ils sortent de l'opticien, parce qu'ils ont fait des essais qui ont été rapides, on leur a montré, c'était magnifique, et ils reviennent à la maison, c'était pas mon truc, sa femme dit, mais non, pas celle-là quand même, ça ne te va pas. Donc ils se sont dit, on va faire un essayage virtuel. We also have Italian acetate, much like what David's wearing now. And again, you can choose from a number of different combinations of designs. Here's a clear pair similar to David's new pair, except these fit him. And if you want to then further pump up the style from there, so David's an innovation consultant, il essaye ses lunettes, et puis il va les faire tester, il va les faire produire par de l'impression 3D. Pour éviter de devoir faire une série de 1000 comme on fait avec les lunettes habituellement. Donc il part avec un modèle d'affaires, et la personne que vous avez vue sur la vidéo et qui est David Bland, celui qui a mis au point cette technique de test, est le coach à ce moment-là. Et c'est au niveau des ingénieurs qui sont passionnés par la technologie. Eux, ce qu'ils ont envie de faire, c'est tester l'impression 3D de lunettes, et puis l'essayage virtuel. Donc si on est obsédé par ça, fatalement, les hypothèses, c'est quoi? Nous croyons pouvoir développer la création de lunettes personnalisées. On croit qu'on va le faire à un prix relativement bas, que ça sera bien.
c'est pas tout. Il faut aussi, et ils le savent, donc ils mettent des hypothèses. On croit que les porteurs de lunettes feront confiance à l'essayage virtuel et vont cliquer pour l'achat. Et puis, on croit qu'il y a des personnes non satisfaites. Ils ont vu ça parce qu'ils ont eu 2-3 amis qui l'ont dit, mais ils n'ont pas un échantillonnage très grand pour le moment. Okay. Et donc, ici, ils ont fixé, par comparaison avec des choses qui existaient, 545 francs pour le prix des lunettes. C'est une hypothèse, fatalement. Nous croyons que. Et ils en ont ajouté une autre parce qu'ils avaient vu que les compagnies d'assurance seraient prêtes éventuellement à payer un peu plus les lunettes parce qu'elles correspondront mieux aux besoins de la personne plutôt que d'avoir quelqu'un qui les ramènera. C'est leur hypothèse de nouveau. Donc, ils ont essentiellement 6 hypothèses. Donc, votre exercice, sur page 3, en dessous, c'est la chose suivante. C'est quelles seraient les premières hypothèses à tester? On ne peut pas tester les 6 en même temps. Il faut bien commencer par une et puis par l'autre. Si la première est vérifiée, on passe à la deuxième. Si elle ne l'est pas, on arrête tout. On refait du design. On l'a vu tout à l'heure sur les boucles. Donc c'est comme ça. Vous avez les 6 que je vous montre ici et vous allez écrire la lettre correspondant comme la première ou les 2 premières. On n'est pas obligé de mettre 3. Donc je vous mets les 6 là et en 1 minute, vous devriez être capable de mettre... C'est quoi l'hypothèse par laquelle vous commenceriez? Il n'y a pas de bonne réponse. Je vais d'ailleurs vous montrer des scénarios un peu alternatifs. Mais essayez de dire, c'est quoi celle qui fait le plus de sens pour vous? Et si elle ne marche pas, on sait qu'il faut arrêter et pivoter ou recommencer. Parce que ça voudrait dire que l'hypothèse n'a pas été validée. Il y a de la variété dans la salle, c'est bien. Pas d'idée ici. Non, pas d'idée. Ah, fatalement. Non, pas d'idée. Alors. Regardez, les gens savent que ça, c'est leur défi. Donc, ils vont dire, alors on va déjà essayer de savoir si on est capable de faire ça. Parce que si on n'est pas capable de faire, ça ne sert à rien d'aller chercher les clients. C'est le raisonnement. Et donc, ça veut dire que vraisemblablement, cette hypothèse-là fait partie un peu de ce groupe de base. En disant, il faudra aussi vérifier. Si c'était beaucoup plus cher que des lunettes normales, autant aller sur des lunettes normales. Donc ils sont partis, ils envisagent de partir, mais ça veut donc dire aussi qu'il faut faire un proof of concept, il faut réaliser la chose, il faut faire en sorte d'imprimer. Et là, ok, c'est coûteux et c'est assez chronophage, parce que c'est le cœur de l'entreprise une fois que ça va vouloir fonctionner. Donc leur coach là-bas, David, dit, ouais, mais c'est pas que d'une histoire peut-être de coût et de passion technologique. Si les clients ne sont pas intéressés, s'il n'y a pas ce problème d'avoir des lunettes qui ne sont pas adaptées, si le client va hésiter d'acheter des lunettes en papier mâché qui sont faites sur une imprimante 3D, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer partir avec une solution dans laquelle je crois qu'il y a des personnes non satisfaites, donc je vérifie d'une certaine façon le problème des clients, je vérifie si la solution que je propose serait assez adéquate, et puis je vais peut-être aussi tester un peu de viabilité pour dire, ouais, je crois qu'ils vont payer ça et utiliser des techniques, des A/B testing et tout ça pour voir ça. Donc, c'est 2 scénarios. Le premier est celui préféré des ingénieurs. Le second, plutôt des entrepreneurs avec une certaine envie de se confronter aux clients et de voir s'ils sont capables de vendre 2-3 trucs et de vendre des frigos Esquimaux. D'accord? Donc, tout l'effort, je pense, d'élaborer des idées entrepreneuriales, c'est faire en sorte de réduire le risque. Au départ, le risque est maximal. Vous ne savez pas si ça va marcher. Vous ne savez pas si les clients seront intéressés, s'ils vont acheter combien. Donc l'idée des tests, c'est réduire le risque. Hypothèse par hypothèse, peu importe par où vous commencez, mais instamment dire « Ok, j'ai réduit assez fort ». Mais la deuxième idée, on l'a évoqué dans l'introduction, c'est de dire le financement, il est contraire. C'est-à-dire que plus le risque est élevé, plus j'ai intérêt à prendre des tests qui ne coûtent pas très cher,
interview, faire un survey, faire une technique boomerang pour savoir si avec une lunette d'un autre concurrent on ferait mieux ou que c'est. Et puis de monter en puissance au fur et à mesure que les tests baissent et de mettre plus d'argent, et de commencer peut-être avec des choses de type désirabilité, viabilité, et de passer à la faisabilité quand je dis « Ah ben, il me semble que j'ai les clients qui sont là, ils sont prêts à me suivre pour une partie du travail, et puis on fera. » Et c'est peut-être des allers-retours, mais c'est vraiment cette logique. Grande incertitude, petit financement, faible incertitude, plus gros financement. Et lui va nous dire ça, lui c'est en fait... la vidéo qui va suivre ici, c'est en fait le créateur de Sun Microsystems, donc une entreprise qui a eu son heure de gloire et qui est un investisseur de la Silicon Valley. Raises another really important question all of you will face. How much money to raise? Not a question you ask, but it's a really critical question. The more money you raise, the more people you hire, and the more you start executing on your initial plan, as opposed to saying, this is my first guess, and every 2 or 3 months I'm going to change my plan, and I'm not going to start executing, I'm going to start discovering my plans. Much easier to do when you have small amounts of money, not a high burn rate, not a lot of risk. And so I generally say people who raise more money reduce their probability of success. Voilà, donc ça c'est quand même un message important. C'est-à-dire petit, on y va, et d'éviter de mettre trop tant qu'on n'a pas certaines certitudes ou certaines évidences que ça va fonctionner. Maintenant, des entreprises peuvent avoir plusieurs modèles d'affaires. A priori, Hilti semble avoir un modèle principal, ou bien Freytag, on l'a vu tout à l'heure, mais il existe des entreprises qui sont plus sophistiquées. Et alors là, quand on a commencé à réfléchir, et on avait regardé un peu la littérature, les gens proposent un portfolio de modèles d'affaires, essentiellement sur 2 axes, le risque et puis le retour. Mais ce que nous, on s'est dit, non, il faut 2, parce que la façon de gérer des modèles d'affaires en exécution, ou de gérer des modèles d'affaires que je recherche, c'est 2 logiques différentes. Donc, on devrait avoir 2 familles de portefeuilles. C'est ce qu'on va essayer de développer avec Alex il y a 5 ans. Starts with an idea. Even the largest companies were once startups searching for a business model. When startups find their model, they scale and transform it into a mature company. They shift from an entrepreneurial mindset to a managerial mindset. Non, alors... Ça, c'est pas bon. Everything starts with an idea. Even the largest companies were once startups searching for a business model. When startups find their model, they scale and transform it into a mature company. They shift from an entrepreneurial mindset to a managerial mindset. We call these 2 fundamentally different worlds explore and exploit. Companies must manage both at the same time, a portfolio of existing businesses and a portfolio of new opportunities. The exploit portfolio helps you manage what you have by looking at the return on the one hand and the death and disruption risk on the other. Here you scale emerging business models, renovate declining ones, or make successful ones more resilient. You bolster your exploit portfolio with the following portfolio actions. Bring in outside business models through acquisitions, mergers, partnerships, or investments. Improve existing business models, shifting them from outdated to superior models. Remove business models that don't fit your strategy through divestitures or by dismantling them altogether. Yet, managing what you have is not enough in times of disruption. Even the best business models expire like a yogurt in the fridge. Avoid obsolescence and proactively develop and explore a portfolio of bold initiatives. Your search for growth engines requires 2 main activities. Increase the expected return by designing better business models. Reduce the innovation risk through rigorous testing. Adapt ideas based on evidence from the field until a value proposition and business model emerge. You manage your Explore portfolio with the following portfolio actions. Ideate and test your own business model and value proposition ideas, or invest in outside ventures, or do both. Once you start testing ideas with experiments, the evidence will suggest the path. Persevere and gather stronger evidence.
Pivot and adapt the idea a little or a lot. Retire it entirely because the evidence indicates it won't work. To scale a tested and de-risked idea, transfer it to your exploit portfolio or spin it out if it doesn't fit your strategy. When in exploration, know that you can't pick the winner. Early on, good and bad ideas are indistinguishable. Okay. Donc ça, c'est l'idée, donc d'avoir deux portefeuilles, un pour gérer l'exploitation, pour l'exploration. Moi, je vais m'intéresser à celui de l'exploration, parce que là, les gens savent faire en général, c'est l'activité de management. Là. Tandis que là, c'est l'activité, comme on l'a vu tout à l'heure, d'architecture, donc de design, tester et réduire le risque, et faire en sorte qu'on puisse lancer un jeu. Okay. J'ai pris une autre société familiale, allemande, Bosch, d'accord, qui a un modèle d'affaires. Ah non, ils ont plusieurs modèles d'affaires en solutions de mobilité, en biens de consommation, en technologie énergétique, technologie industrielle. Ils ont géré leur portefeuille. Donc, ils ont fait des grosses acquisitions l'année passée pour renforcer certains de leurs modèles d'affaires. Ça ne nous intéresse pas trop. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait de ce côté-là. Et là, il y a quelques années en arrière, ils ont créé un accélérateur, un programme d'accélération pour les équipes qui avaient des idées en disant on va vous aider à lancer certains projets. Non, designer, tester certains projets, on verra si on peut aller plus loin. Et c'est sous la direction de Wei. Hi there, my name is Uwe Kirschner. I'm from Bosch Management Consulting. I'm partner for Business Model Innovation. OK. Donc la question que vous allez avoir, c'est lui qui la pose. Et je vais vous la paraphraser. Now the question to you. In order to reach that number of 19 innovation projects successfully exiting our Bosch... Donc la question c'est la suivante. Ils ont lancé 19 nouveaux business qui sont sortis de leur accélérateur pour renforcer certaines business units existantes ou comme une business unit un peu séparée dans le cadre du transfert vers l'exploitation. Et la question que je vais avoir pour vous, c'est combien ont-ils lancé de projets dans l'accélérateur, dans le programme d'accélération, en 3 ans pour avoir 19 projets qui aboutissent. OK ? Donc, la question c'est, est-ce que vous pensez que tous les projets ont abouti en 3 mois à peu près ? Non. Qui pense que 43 projets, donc 1 sur 2 plus ou moins, ont pu démarrer. Ouais. Et qui pense que c'est 108 projets, une centaine de projets. Qui pense que c'est 214, 980, OK ? Donc des gros investissements. Alors, il nous répond. Yes, you're right. 214 innovation projects entered our validation. Donc ça veut dire quoi ? Ça se passe comme ça. En phase 1, il y a une première sélection avec toutes les équipes dans le monde qui ont des projets. Ils sont sélectionnés et ils en ont accepté 214 en tout, pour lesquels ils donnent 3 mois pour tester, designer, tester, aller plus loin avec leur idée. Et ils leur donnent à peu près 120 000 € pour faire ce travail. 120 000 correspondant aux frais de ressources humaines et des petites dépenses pour faire certaines choses. Après 3 mois, ils font une deuxième sélection dans l'accélérateur. Et là, ils n'ont plus gardé que 74 équipes, à qui ils donnent 6 mois et 300 000 pour aller plus loin dans les tests, pour faire en sorte, est-ce que finalement, on va aboutir à quelque chose qui est bien, sur lequel j'ai réduit l'incertitude, le risque, et je peux aller plus loin. Donc, ça veut dire qu'ils ont en fait tué 65% des projets. Et puis, en phase 3, ils vont sélectionner les 19, donc de nouveau, 75% d'échecs. Donc au total, si on regarde, c'est 10% de succès, 19 projets sur 214. C'est peu, hein ? Donc ça veut dire... Et même pour des bons gestionnaires allemands, voilà, ils doivent gérer un funnel. Ils ne savaient pas à l'avance ce qui allait marcher. Donc voilà, ils ont accepté qu'il y avait un risque. J'ai couvert d'abord 214 projets, puis 74, et puis je sais. Mais sur ces 10-là, sur les 19, l'idée c'était de montrer que 5 ans plus tard, ça pouvait atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc ils ont des ambitions assez grandes. Mais ça veut quand même dire qu'on doit gérer un entonnoir et que si on n'a pas assez de projets au départ de l'entonnoir, ça ne va pas marcher. Parce que s'ils n'avaient accepté que 10 ou 15 projets, il y en a peut-être 0 qui aura abouti ou peut-être qu'un. Et ce n'était pas leur intention. Que l'innovation, ils voulaient une innovation avec un impact. Alors, maintenant, pourquoi ? En partie, ça ne marche pas parce qu'il y a un mythe dans l'innovation. Les managers souvent croient, on va trouver l'idée, on va exécuter le plan, on va contrôler les résultats, on va éviter l'échec, prédire le futur, sur base de ce que j'ai déjà fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Et ça, c'est parfait pour le portefeuille en exploitation. Évidemment que si on construit le 3e atelier, on a déjà fait 2 fois, on sait faire. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Par contre, de ce côté-là, ça, c'est pas sûr. Et donc, une entreprise, c'était tout à l'heure ambidex, elle doit gérer les 2 cultures. La culture de l'exploitation où planifier est possible, et une culture de l'exploration où tester est nécessaire. Et cultiver l'exploration, ça veut dire cultiver ça un peu dans l'entreprise. Bon, alors, la question qu'on avait avec Alex il y a maintenant 7-8 ans, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de définir un peu mieux cette culture de l'innovation, de l'exploration ? Et on a fait différents travaux, et ici vous allez voir la petite vidéo qui suit, on l'enregistre, on est dans sa voiture, il va à l'aéroport et il va dire 3 choses, mais comme ça vous aurez vu Alex parler. You only need to look at 3 things: leadership support, organizational design, and your innovation practice. And there are 3 simple metrics to look at. First one, how much time does your CEO spend on innovation? If it's not 20 to 40% of his or her time every week, you won't get innovation. Second one is where innovation lives in the org chart. If it doesn't live at the very top, growth and innovation, and that's not R&D or the CTO, no, a full-time job, growth and innovation that reports to the CEO, that doesn't exist, you won't get innovation. And the third one is innovation practice, which means your ability to constantly explore new ideas, make small investments, let teams start testing ideas, but then rapidly kill those ideas that don't produce evidence, so you can constantly, reallocate capital in those ideas that are really working. So that's how you let winners emerge, by killing the projects that are losing, that are not showing. Donc, si on regarde le premier critère, le temps consacré par l'innovation, si le grand chef ne passe pas 1 jour, 2 jours, parfois 3 jours par semaine sous l'innovation, ça veut dire qu'il ne prend pas l'innovation aussi au sérieux que le présent. Et c'est normal, le présent absorbe beaucoup d'énergie. Donc on dit, voilà, s'il ne le fait pas, est-ce que ça veut dire qu'il y a un petit doute sur il prend ça au sérieux? La deuxième chose, c'est l'innovation au sommet de l'organigramme. Dans beaucoup de places où on avait débarqué pour faire des projets, tout ça, on a vu que l'innovation dépend soit des opérations, soit de la finance, soit de la technologie, soit du marketing, recherche. Et si vous le faites de dépendre de là, c'est la meilleure façon de tuer l'innovation. Ces gens-là, c'est de faire tourner la machine, c'est l'exploitation. Donc l'innovation, c'est soustraire des budgets à ce qu'ils font, c'est prendre du temps pour ce qu'ils font. Donc on s'est dit, il faut vraiment que ça soit au même niveau là, que cette personne-là ait la même écoute du CEO que les autres. Et on a vu des entreprises, j'ai signalé Ping An tout à l'heure, ou des petites entreprises, Lorasta, où même le chef de l'innovation est un co-CEO de l'entreprise, vraiment pour distinguer les rôles. Et enfin, la troisième chose, c'est l'aptitude à tuer des projets, il l'a dit dans la vidéo, mais c'est surtout d'avoir un espace où c'est possible de le faire. Et si on n'a pas cet espace, si on ne peut pas dire « j'ai échoué 3 projets sur 4 », alors que dans l'exécution, ce n'est pas raisonnable. Votre but, d'ailleurs, on dit souvent, partir dans l'innovation pour une entreprise, c'est un suicide de carrière. Parce que quand vous êtes dans l'exécution, on vous dit faites plus de 2% de votre chiffre d'affaires, vous allez y arriver. Si de l'autre côté, on vous dit mais votre bonus, il dépend du nombre de projets ou du projet qui réussit, s'il y en a qu'un, il échoue, c'est foutu. D'accord ? Donc c'est vraiment de partir avec ça. Et j'ai pris comme dernier exemple Best Buy, une société de détaillant d'électronique grand public qui a vraiment fait un turnover, qui allait très mal, et Hubert Joly va la redresser de façon assez spectaculaire et va nous dire la chose suivante. One of the mistakes I made for a while was I was expecting that the organization that's in charge of running the business would be able to innovate. And here's the scoop. If you're running a $50 billion company, 100,000 people, there's a promotion every month, there's no capacity. So a breakthrough moment was when we established the Strategic Growth Office. About 50 people, led by Corey Barry, who later on became my successor. So really staffed with top-notch people. 100% dedicated to identifying which opportunities, prototyping, piloting, testing, and then looking at. OK. Donc ça, c'est vraiment clair. Alors, ces intuitions, les 3 critères avec Alex, c'était une intuition sur base de ce qu'on avait vu, mais ce n'était pas un échantillonnage très grand. On avait vu ça là, on avait vu ça là, on s'est dit, donc il faut qu'il passe du temps. Et là, le Conseil de l'innovation du Québec écoute une présentation que je fais il y a 2-3 ans en arrière, et Luc Sirois, qui est le chef innovation de ta province, me dit «
Ces 3 questions-là, je les mettrais bien dans mon questionnaire. Il fait un survey tous les 2 ans. 2000 entreprises au Québec, 1000 Ontario et British et Colombie-Britannique, pour faire un peu de benchmarking. Il dit, je vais mettre ces questions, on va voir ce que ça donne sur des PME, des entreprises en démarrage et des grands groupes. Et là, il va arriver avec la chose suivante, c'est que quand il y a le soutien du dirigeant, l'innovation, les fameux 2 jours, eh bien, on a presque 2 fois plus de chances d'avoir un impact avec le projet. Et c'est sur un échantillonnage de 3000 entreprises. Et le deuxième truc ici, regardez, quand il y a un espace d'exploration un peu séparé et quand il y a un processus pour tuer les projets, où on connaît les règles pour le faire, eh bien, on arrive aussi à peu près à 2 fois plus de chances d'avoir un impact avec le projet de réalisation. Donc ça doit mettre l'eau à notre moulin. On dit, tiens, sur un échantillonnage beaucoup plus important que le nôtre, on ne s'est pas trop trompé peut-être dans la façon de prendre cette... Et donc à partir de là, même avant ça, mais on a distingué 9 questions, vous les avez dans la page 4, et donc on pourrait imaginer de dire c'est comment les forces-faiblesses sur une culture de l'exploration dans un groupe donné ou dans une entreprise donnée. Et donc l'exercice pourrait être de dire quelles sont les forces-faiblesses de votre culture d'innovation dans l'entreprise si vous travaillez déjà dans une entreprise. Mais on n'a pas le temps, ça sera le devoir à la maison. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est innover par les modèles d'affaires et pas uniquement par la technologie ou les produits, explorer ces idées avec design testing, décider que sur base d'évidences accumulées, collectées et non pas sur les intuitions, et enfin, piloter un portefeuille dans lequel on sait qu'il faut un certain funnel pour y arriver. On a montré qu'on pouvait outiller, ça c'était le modèle que vous connaissiez un peu, les patterns un peu plus récents, techniques de design testing, donc design thinking, design, et puis Lean Startup, et Portfolio Map. Voilà, ça c'était le truc. Merci beaucoup. Et il y aura des questions, je sais. Et je pense que viennent sur scène me rejoindre Eric, Jean-Fabrice, je ne savais pas pour Romain, pour répondre à des questions ou avoir un petit échange sur l'innovation. Et je reviendrai après la table ronde avec un petit commentaire. Allez. Merci beaucoup. Merci. Oui. Du coup, je pose la question. C'est toi qui poses la première question. C'est bon? Non? Ah. Madame Technique arrive. Bien, on va enchaîner avec des questions, des échanges. Merci beaucoup à Yves Pigneur pour cette conférence. On va avoir quelques questions pour ouvrir un peu l'échange. Et ensuite, on vous permettra de réagir par rapport à ce qui a été dit et à questionner nos invités. On va commencer avec une première question. Pour vous? Vas-y, vas-y. Merci déjà pour la présentation. Dans votre livre « L'entreprise invincible », vous affirmez avec vos co-auteurs qu'aucune entreprise n'est invincible. Celles qui s'approchent le plus de l'invincibilité sont celles qui se réinventent en permanence face à la disruption. Et donc la question est la suivante. Sans devoir se réinventer en quête d'invincibilité, existe-t-il des paliers d'innovation entre l'optimisation et la disruption? Existe-t-il? Des paliers entre l'optimisation et la disruption dans le cadre de l'innovation. Alors, je ne sais pas des paliers, mais quand on a dit invincible, c'était juste une façon de résumer 3 choses. C'est dire, 1, de ne pas uniquement innover par la technologie ou les produits, mais par les modèles d'affaires. J'ai pris quelques exemples tout à l'heure. 2, se réinventer, effectivement. Ça, pour nous, c'était quelque chose qui était d'amener à réduire, non, à imaginer des nouvelles choses pour peut-être compenser ce qui va moins bien marcher dans l'exécution. Et la 3e chose qu'on avait ajoutée, c'est de dire, il faut aussi pouvoir envisager de sortir de son domaine d'activité habituel, d'être prêt justement à faire des pas de côté. Et ce n'est pas nécessairement pour gérer la disruption, c'est juste dire, si instant c'est bouché dans mon domaine, est-ce que plutôt que de m'obstiner, est-ce que je ne peux pas peut-être
aller un peu sur le côté envisagé. Pour moi, une entreprise qui était assez spectaculaire, c'est Bombardier, cette société canadienne. Ils commencent à mettre une voiture sur chenille parce qu'on ne dégage pas les routes au Québec. Puis en 60, le Québec décide de nettoyer les routes. Donc ça n'a plus de sens d'avoir une voiture sur chenille. Donc ils se lancent dans skidoo. Et puis à l'occasion de l'exposition internationale, ils disent « Ah, mais on pourrait aller dans le train ». Ils rachètent une société en Autriche et ils font des métros d'abord et puis des trains. Et puis instantanément, 10 ans plus tard, ils disent « Ouais, mais ça commence à... Il y a Alstom chez vous qui est là, il y a d'autres acteurs ». Et ils vont dans l'aviation, et puis ils vont lancer l'aviation d'affaires, ils rachètent Learjet, Canadair et tout ça. Donc voilà, c'était ça, mais on ne parlait pas pour nous en termes nécessairement de disruption. Il faut se séparer des autres, il faut faire en sorte que ça marche. Ce n'était pas un objectif de disrupter nécessairement. C'est juste dire, il faut survivre, et la meilleure façon de survivre, c'est parfois d'attaquer, c'est parfois d'aller justement disrupter certains secteurs par ailleurs. Mais je pense que c'est ça qu'on a essayé de présenter dans l'entreprise invincible que tu évoques. Merci. Merci beaucoup. On va en profiter. On a l'entreprise Boiron qui est à nos côtés et qui est un beau cas d'étude aussi par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de Hilti qui a perdu 20% de son chiffre d'affaires en 2009. Alors chez Boiron, il y a eu un événement important. C'est le déremboursement de l'homéopathie il y a quelques années et une baisse du chiffre d'affaires avec des conséquences importantes pour vous. Par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce que vous avez présenté, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment vous gérez, vous, votre portfolio d'innovation? C'est-à-dire comment vous faites pour exploiter d'un côté, explorer de l'autre? Est-ce que c'est de l'acquisition? On sait que chez Boiron, aujourd'hui, il y a des activités sur le CBD thérapeutique, sur les compléments alimentaires. Voilà, comment vous gérez ce portefeuille d'innovation? Effectivement. Je crois que ça marche. Ouais. Effectivement, Boiron, c'est une société qui travaille sur une thérapeutique qui est l'homéopathie, qui existe depuis 250 ans. Donc l'innovation, ce n'était pas forcément inné après 250 ans. Nous, notre objectif, ce n'est pas nécessairement de se différencier. On est quasiment en situation de monopole, même si je ne le dis pas trop fort. Et le besoin, c'était vraiment d'arriver à renouveler un portefeuille. Et on a subi effectivement un choc important. Et j'ai reconnu dans votre conférence beaucoup de choses qu'on a mises en place, ou plus exactement que j'aurais aimé qu'on mette en place le moment venu. En tout cas, effectivement, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on est clairement dans un modèle par rapport à ce qu'on teste en premier, quand vous évoquiez ce qu'on teste plutôt la faisabilité technique ou l'approche client. Nous, notre force principale chez Boiron, c'est la marque, c'est le nom, c'est la relation au client. Et en fait, il y a eu deux phases pour répondre à votre question plus précisément. Après le choc de déremboursement, on est parti un petit peu tout feu, tout flamme, sans suivre les process que vous évoquez, parce qu'on avait juste besoin de survivre. Hein. On a perdu la moitié de nos volumes industriels en 2 ans. Une boîte qui perd la moitié de ses volumes industriels et qui est là 5 ans après pour en parler encore, je peux vous dire que c'est une performance. Et on a fait beaucoup de choses. On a fait des choses qui ont très bien marché. On a fait des tests au moment du Covid. Vous ne le savez sans doute pas, mais si vous achetiez un test en France au moment du Covid, il y avait une chance sur 2 pour que ce soit un produit Boiron, parce qu'on a pris 50% du marché en 2 mois. On a fait des choses qui ont moins bien marché, on a fait des probiotiques, on a fait des cosmétiques. C'est un marché extrêmement concurrentiel et ça a moins bien fonctionné. Et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à structurer notre processus. Et là, une fois encore, je reconnais énormément de choses dans ce que vous avez présenté. Pour travailler, nous, dans le domaine de la santé, l'innovation, c'est l'amélioration du service médical rendu. Ce qui est important, c'est qu'on puisse améliorer la santé des patients. Et on est allé explorer des marchés qui sont nouveaux pour nous, et notamment celui du cannabis thérapeutique. Il s'agit bien du cannabis thérapeutique. Le CBD, c'est un produit différent qu'on commercialise aussi, mais nous, on est sur le marché du cannabis thérapeutique qui apporte une vraie innovation, un vrai service médical rendu, parce que c'est pour des traitements de la douleur qui sont extrêmement profonds, extrêmement graves. Il y a des produits qui existent sur le marché, mais qui créent des dépendances et des effets secondaires qui sont extrêmement lourds. Donc on s'est mis sur le marché du cannabis thérapeutique. Et je reconnais une fois encore beaucoup de choses que vous avez évoquées, d'investir progressivement, de dédier des équipes qui sont spécifiques, de tester. Alors nous, dans le domaine de la santé, c'est du test clinique bien spécifique.
Et on a fait d'autres choses dans ces domaines-là. Il y a de l'innovation produit, il y a de l'innovation sociale dont on pourra parler aussi, mais c'est vrai que maintenant, on a structuré, organisé, créé des processus. Les différentes étapes que vous évoquez, on a vraiment créé un comité d'innovation qui, dans un premier temps, traite de la faisabilité marché, après la faisabilité technique, après la faisabilité financière. Et c'est vraiment un processus qu'on a mis en place pour développer l'innovation chez Boiron. Merci beaucoup. Du coup, ce sera une autre question. Alors, au tout début, pour introduire avec Lambert, vous avez parlé que vous préfériez l'intelligence collective à l'intelligence artificielle. Donc, heureusement, malheureusement, cette question va concerner l'intelligence artificielle. Et donc, je me tourne vers vous, Jean-Fabrice Lebratic, vu en raison de votre expertise par rapport à l'intelligence artificielle. Selon vous, comment, effectivement, l'IA pourrait impacter l'innovation d'entreprise, notamment vis-à-vis de cette phase d'exploration. Et peut-être dans un second temps, Yves Pigneur, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'IA et son rôle dans l'innovation, mais en raison de l'exploration des nouveaux business models? Alors, merci pour cette question. On vit un monde un peu fou, parce que je souscris entièrement à ce qui a été dit de beaucoup de risques, on investit peu. Mais là, j'ai deux contre-exemples de la semaine dernière. L'entreprise qui a monté Yann Lequin, qui a levé sur juste une idée 1 milliard de dollars, et la dernière levée de capitaux de OpenAI, qui lève 110 milliards de dollars sur ce qui va se passer en 2027-2028. Donc, il y a une certaine peur, à la fois un mix de peur et d'espoir qui fait que ça part un peu dans tous les sens et que les modèles sont un peu changés et qu'il peut y avoir, au moins temporairement, une certaine sorte d'irrationalité. Maintenant, comment l'IA peut aider sur ces business models? Le terme est employé de pattern, de découvrir des patterns. L'IA, même les LLM, sont très très forts pour faire émerger des patterns qui ne sont pas forcément visibles. Donc à partir du moment où on a suffisamment de données, et là ça c'est un des travaux des entreprises, d'essayer d'avoir suffisamment de capteurs de données pour stocker ces données et faire tourner des modèles d'IA à partir donc des données qui viennent des différentes phases des différents processus d'innovation, des différents projets testés, rejetés ou pas. Là, je pense que l'IA va permettre de créer de nouveaux patterns. Voilà. Juste un complément pour la deuxième question, la deuxième partie de la question, qui s'adresse à moi là. Ce qu'on a fait avec Alex, et je viens de faire un atelier il y a 2-3 mois en arrière à Montréal, c'est dire, il y a deux rôles pour nous de l'intelligence artificielle. C'est un, quand dans son modèle d'affaires, on veut mettre plus d'intelligence à tel ou tel endroit, précisément les 9 blocs peuvent supporter des choses. Mais ce n'est pas celle qui nous intéressait, puisque nous sommes plus intéressés par la conception du modèle d'affaires des propositions de valeur. On s'est dit, quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle dans l'activité de conception? Et là, l'atelier était le suivant. Un peu comme on l'a fait tout à l'heure, je l'ai illustré en disant, tiens, on pourrait faire des idéations, on vient avec 10 idées sur ça, et puis prototypage, prends tel pattern, essaie de l'appliquer, donc on va avoir 2, 3, 4 modèles. Mais tout ça, l'intelligence artificielle peut le faire. Donc on peut lui demander, viens avec 10 idées dans lesquelles la ressource est A, B, C, D. Viens avec 10 idées. Critique tes idées, rejette celles qui n'ont pas de sens par rapport à ma grille d'analyse que je n'ai pas présentée dans le détail. Tout ça, il fait super bien. Le risque que j'ai vu en travaillant avec ces équipes, c'est on est 3-4 dans l'équipe, on vient avec des idées, comme on le faisait dans la façon traditionnelle, puis l'intelligence artificielle est sollicitée, elle vient avec des idées, et puis tout le monde dit « donc ça, c'est les idées, c'est les bonnes idées, là, c'est venu de lui ou d'elle. » Et ça, pour moi, c'est un danger. Donc, ce qu'on essaye de faire, mais c'est compliqué, c'est de dire, autour de la table, il y a 5 personnes, les 5 entrepreneurs ou intrapreneurs qui sont là. Il y en a un 6e, il a une voix au chapitre comme les autres, mais pas avec une voix prépondérante. Pour faire de l'idéation, pour faire du prototypage, pour faire des tests, on peut faire interroger des clients artificiels par l'intelligence artificielle qui va nous répondre. Mais de ne pas penser que parce que celle qui l'a fait, par définition, elle est plus mature ou mieux ou plus compétente que les gens. Et ça, c'est difficile de calibrer et d'équilibrer ce qui vient d'elle, ce qui vient des gens, et de faire en sorte qu'ensemble, on puisse avoir des idées, qu'on ait combattu, qu'on ait défendu, qu'on puisse tester, et puis finalement avoir aussi, et prendre aussi en compte la volonté
et l'enthousiasme des entrepreneurs, parce qu'eux, ils ont une composante essentielle à jouer. J'en ai assez peu parlé aujourd'hui, mais dans cette activité de conception, lui, il a un rôle fort aussi, et que l'intelligence artificielle ne va pas le motiver plus qu'avant, quoi. Enfin, je rajoute juste un mot, parce que il y avait donc ce qui avait été défini, la frontière entre vision et hallucination est étroite. Ne jetons pas tout le temps les hallucinations des IA. Ça peut être une zone de créativité aussi. Donc ne les supprimons pas. Regardons quand elle hallucine et utilisons ça comme une idée aussi. Merci. Merci beaucoup. On va ouvrir la discussion, l'échange avec la salle. Il nous reste une bonne dizaine de minutes, donc profitons-en. On aura une première question là. Merci pour votre conférence et cette présentation bien structurée. Je voulais m'adosser sur le tissu économique de notre métropole et de notre région, qui est largement faite de moyennes entreprises, petites et moyennes entreprises. Alors peut-être devinez-vous la question, mais je trouve que la logique de votre présentation est tout à fait pertinente pour des entreprises d'une certaine taille, mais pour des petites et moyennes entreprises, l'exercice est plus compliqué, parce que d'avoir 10 projets retenus par rapport à plusieurs centaines en amont, il faut avoir les moyens des équipes pour structurer la démarche. Donc, vous voyez ma question, comment adapter le raisonnement global qui est tout à fait pertinent et justifié pour des entreprises d'un certain gabarit à notre paysage d'entreprise pour qu'elles puissent prendre les virages nécessaires à leur remise en cause dans des contextes parfois compliqués. Oui, alors excellente question. C'est ma faute si je n'ai pas essayé de montrer que c'était le cas. J'avais pensé le faire en disant, je prends une petite société qui fait 20 millions, c'est Freytag. Ce n'est pas une très grosse société. Il joue avec tous ces outils, comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, sur la partie projet pour une entreprise existante, c'est vrai que les chiffres que j'ai donnés sur Bosch ne sont pas applicables en valeur absolue à une PME, une petite entreprise lyonnaise ou vaudoise chez nous. Mais c'est les ordres de grandeur qu'il faut regarder. Alors, chez Bosch, c'est 214 pour 19. Je prends l'Eurastar, c'est une société petite chez nous qui fait des fers à repasser, c'est la Rolls-Royce du fer à repasser. Et eux ont démarré 14 projets. Ils n'ont pas donné 100 000 francs, mais 5 000 francs aux équipes. Ils ont sélectionné 4 projets pour aller plus loin, pour en faire aboutir un. La logique, non, la statistique en pourcentage est la même. C'était 1 sur 14 qui a vraiment abouti et qui a donné lieu à un vrai projet qui a démarré pendant le Covid, à l'époque du Covid, et qui a continué sa vie, qui a fait une croissance et qui a vraiment rempli ce rôle d'avoir une innovation qui est venue, sachant qu'il y avait aussi un problème, comme vous l'avez mentionné, que les jeunes repassent moins, et pendant le Covid, a fortiori moins, puisqu'il fallait juste repasser le dessus du col et plus rien en dessous. Donc c'était un gros enjeu pour eux. Mais voilà, donc eux, c'était 14-4-1 pour 214, 75 et puis 19. Donc non, je pense que toutes ces techniques font beaucoup de sens pour les PME. On a en Suisse un projet qui s'appelle InnoPME, qui est d'appliquer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui dans un contexte petite entreprise ou moyenne entreprise, sachant que les valeurs absolues des chiffres ne sont pas les mêmes et que les statistiques en pourcentage sont très voisines. Si vous pensez que même dans une PME, vous allez faire aboutir tous les projets d'innovation, eh bien non, ça ne marchera pas. Donc on doit aussi gérer un funnel, un entonnoir, en ayant peut-être 7 ou 8 plutôt que 200, mais je pense qu'on doit faire du design, on doit éviter de tomber amoureux de sa première idée, on peut tester. Souvent, même ces petites entreprises ont plusieurs modèles d'affaires, elles gèrent un portefeuille, peut-être pas avec 10 ou 15, mais avec 2 ou 3. Donc parfois, il faut aussi voir comment développer une culture d'innovation dans une PME qui fait 100 personnes ou qui fait 50 personnes. C'est un enjeu, il est moins trapu que dans les grosses entreprises où j'ai des milliers de personnes qu'il faut aligner et tout ça, mais ça reste un enjeu quand même. Donc je pense que oui, on peut faire aussi dans la petite, avec des techniques de design, testing, gestion de portefeuille, éviter de tomber amoureux de sa première idée. Une autre question? Il y en aura une au fond, à gauche. Il lève la main. Tu l'as vu? Et il y en aura une devant.
Et une à gauche. Je peux commencer? Ah, pardon. Alors, aussi également un grand merci pour votre intervention. Donc, moi, je travaille chez ABB en Pologne et je suis un manager. Je suis pas en fait un chef d'entreprise, mais en fait, il y a des tendances. Et pour cette année, depuis plusieurs années, on a dans l'objectif à tout le monde, quasiment même à tous les salariés, de proposer en fait plutôt ce sont des projets de transformation. Donc, en fait, comment, à vrai dire, faire la pub et d'après ce que vous avez dit, en fait, si c'est pas le cas quand le patron d'entreprise consacre 20 ou bien 40% de son temps à l'innovation, est-ce que c'est privé du sens quand même de demander tout le monde dans l'entreprise de proposer des idées d'innovation en n'ayant deux fois pas de formation, soit des outils? Ou c'est quand même la stratégie est bien appliquée, il y a un sens de quand même de demander tout le monde, de proposer, et également comment laisser en fait le manager et également le droit de commettre des erreurs, parce qu'en fait on a bien dans nos objectifs il faut proposer quelque chose, mais après la mise en place en fait des idées aussi c'est mesuré. Donc en fait ma question en fait dans la stratégie quand même de demander à tous les salariés d'entreprise de proposer d'innovation, soit de petits projets de transformation de ce que nous faisons tous les jours, et est-ce qu'il y a le sens? Merci. Question assez large, peu précis. C'est en gestion, il n'y a pas de recette. Donc, il ne faut pas s'attendre à dire « Ah, ben, vous faites comme ça, tout ABB le fait, et puis l'autre le fait. » Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'une partie de ce que j'entends là, c'est cette innovation assez incrémentale. C'est-à-dire, une petite idée pour améliorer le fait que ce bouchon va mieux rentrer dedans. Ou, ça, je peux imaginer. Ça, c'est proche de l'exploitation. Et puis, on peut trouver des façons d'améliorer les choses. Et puis là, peut-être que... Troisième commentaire, c'est pas parce que quelqu'un a les idées que nécessairement c'est lui qui va gérer le projet d'innovation. Or, vous avez vu, c'est pas le tout d'avoir des idées. Les idées, au début, elles sont gratuites, elles sont là. La problématique, c'est de faire la conception, c'est de faire le testing. Ça, c'est un métier qui demande de l'expertise. Donc, on peut imaginer que quelqu'un a peut-être l'idée, a été le départ d'une intuition, et puis après, il faut que des équipes... Et chez Bosch, pour reprendre un exemple d'une grosse, c'est... l'équipe vient, mais elle a construit un projet. Il y a une sélection qui va se faire et on va accepter ça. Et ça, je ne l'ai pas mentionné au départ, mais il y a, avant les 214, ça c'est ceux qu'ils ont choisis, mais c'était sur à peu près quelques centaines de projets. Et là, ils vont devoir montrer qu'ils voient comment avancer, produire. Ils reçoivent ces 3 mois, et là, ils vont faire le travail vraiment. Et au début, les gens sont mi-temps sur le projet, parce qu'on ne sait jamais si ça foire, il faut qu'ils puissent retourner dans leur cadre de travail. Et pour les 6 mois suivants, quand ils sont sélectionnés à la phase 2, là, en fait, ils sont assez dispensés. Là, ça va être un vrai travail assez plein temps. Et ils vont travailler aussi avec des équipes de l'entreprise qui ont des compétences, parce qu'ils vont vouloir faire un peu de faisabilité. Donc, ils vont travailler avec des équipes qui sont les bureaux d'études et autres. Alors qu'au début, c'était peut-être plus désirabilité. Donc, je pense qu'il faut pouvoir gérer tout ça. Mais tout le monde, parce que j'ai une idée le matin en me levant, on pourrait faire ça, ne va pas nécessairement aboutir à un projet d'innovation. Ça se construit, quoi. Je peux rajouter un mot éventuellement, parce que c'est un processus qu'on a mis en place chez Boiron également depuis récemment. Et pour illustrer ce que vous venez d'évoquer, effectivement, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'innovations qui viennent du terrain, parce que les gens sont patients consommateurs comme l'ensemble de nos clients. Et c'est pas de l'innovation disruptive, c'est effectivement beaucoup autour par exemple du mode d'administration du produit. On a des sportifs, on a des produits pour les sportifs qui sont sous forme de cachets, et les prendre comme ça quand on est en train de faire du sport, c'est pas forcément facile. Donc il y avait des gens qui avaient des idées pour un mode d'administration qui est différent. Mais comme vous le disiez, après c'est pas forcément la personne qui amène l'idée qui prend le projet et qui fait vivre le projet. Et en tout cas, en termes de dynamique et de génération d'idées, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Maintenant, juste pour compléter, on a vu beaucoup d'entreprises qui mettaient au point ces boîtes aux lettres d'idées, d'accord, et qui ont investi même des solutions technologiques pour générer des idées. Et d'une certaine façon, je dis, c'est pas le plus important. Générer des idées, elles vont venir, les gens connaissent le métier, donc les idées
collecter les idées n'est pas pour moi l'enjeu principal. Mais construire un projet d'innovation sur les idées, les tester, ces projets, pour moi, ça c'est vraiment ce qui nécessite des compétences et un peu de trouver la meilleure façon de faire selon la nature des entreprises et leur histoire et leur politique. Merci. On a une question du fond de la salle. Alors, bonjour. Moi, je suis Sofiane, étudiant en Master 2, Conduite et Changement à l'IAE. Qui parle ? J'ai une question à vous poser. Ah oui, ok. Avec l'évolution rapide des technologies comme l'IA, quelles sont selon vous les erreurs les plus fréquentes que font les entreprises lorsqu'elles utilisent le business model Canva et s'y limitent aujourd'hui pour innover? Vas-y. Alors, sur la partie business model Canva, je laisserai Yves répondre, mais les erreurs les plus fréquentes, c'est qu'il y avait cette phrase, on disait tout est dans la mise en œuvre. Premièrement, c'est pas suffisant de dire on va mettre de l'IA pour que ça soit une solution et ça y est, ça marche. D'abord, il y a un S parce qu'il y a différents types d'IA et puis voilà. Donc la première chose, c'est pas l'IA n'est pas la solution, c'est la mise en œuvre de cette IA. Mais pour qu'elle puisse être mise en œuvre, il faut d'abord qu'il y ait une architecture informatique qui soit cohérente et qui ait de la donnée. Parce que s'il n'y a pas de données, l'IA fera rien, ce sera un modèle qui sera totalement décorrélé de l'entreprise en elle-même. Donc, pour préparer le succès d'arrivée d'IA, il faut avoir de la donnée stockée, certaines structurées, certaines non structurées, mais voilà, si on n'a pas cet or que représente la donnée, l'IA n'a pas vraiment d'impact. Je vais répondre d'un autre point de vue. C'est que vous nous avez posé une question, académiquement, c'est sûrement la meilleure réponse qu'on pouvait donner. Maintenant, vous avez la façon de poser votre question, c'était plutôt comment voyez-vous l'avenir de l'IA dans les entreprises et ainsi de suite. Et là, je voudrais bien juste faire état un instant, attendez. C'est de penser. La prédiction est difficile. Donc je ne peux pas savoir comment va évoluer les entreprises avec l'impact de l'intelligence artificielle. Et lui dit ça très bien, hein, prédiction c'est vraiment difficile, surtout si ça concerne le futur. C'est une joke. Et nous savons dans l'innovation qu'il y a des techniques pour le faire, pour prédire l'avenir, et des gens essayent de faire ça, de dire comment les entreprises vont évoluer au niveau opération, marketing, gestion client, support client. Mais il ne faut pas oublier que pour les projets d'innovation, on l'a vu avec les bons gestionnaires et les bons financiers, des gens excellents dans leurs compétences, n'ont pas été capables d'aller chercher les gagnants sans avoir les perdants. Et malgré ça, il y a plein de personnes qui essayent de faire des prédictions sur l'intelligence artificielle. Mais méfiez-vous avec la chose. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement. Je prévois l'avenir. Et celle-là, hein? Tu l'as prévue, celle-là? Vous voyez, je vais devoir. Pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. D'accord. Donc, je vais éviter de faire des prédictions sur le futur. Merci. Une question. Une question un petit peu double, je dirais, qui va toucher notamment un peu à l'organisation. C'est-à-dire, souvent, je dis qu'il faut grandir et pas grossir. Et une entreprise qui, effectivement, passe de la start-up à l'entreprise, souvent, elle grossit, c'est-à-dire beaucoup plus effective, beaucoup plus de niveau hiérarchique, beaucoup plus d'organisation. Et ça m'amène finalement à... Alors, je suis totalement convaincu par les modèles, il n'y a pas de sujet, mais on a eu quelques exemples, notamment un grand constructeur automobile allemand qui savait qu'il aurait du mal à aller en rupture et qu'il était tout le temps dans l'incrémental et qui a sorti toute une équipe pour faire vraiment une voiture qui serait différenciante par rapport à ses modèles actuels. Il a réussi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le truc est sorti, il re-rentre. Et quand il re-rentre, il se retrouve face au contrôle de gestion, au contrôle qualité, au contrôle ceci. Et là, toute la rupture commence à s'étioler, ou la cible pas. Et en fait, je me disais, souvent, l'innovation telle que vous la concevez
va quand même être très liée à l'organisation et à la structure de l'entreprise. Parce que si elle ne permet pas, voilà, le genre d'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait tout comme on a dit, on sort le truc, il est en rupture, il tient la route, pof, on le remet à l'intérieur, il rentre sur toutes les fourches codines, entre guillemets, de l'entreprise, et on n'est plus vraiment sur l'innovation classique. Comment aller... est-ce que vous avez rencontré déjà ce genre de choses, déjà, peut-être? Oui. Pour moi, l'instruction pour aller de l'exploration à l'exploitation, c'est vrai que j'ai mis juste transfert. Et c'est là que le problème commence. Parce que vous l'évoquez du point de vue organisationnel, mais c'est garder la dynamique de l'innovation, parce qu'au départ, ça reste quand même une idée qui a peut-être été testée, pour laquelle j'ai accumulé les évidences. Mais une fois qu'on le lance dans le vrai monde, avec des vrais budgets, tout ça, ça devient du management, ça devient de l'opération. Mais avec une sophistication supérieure, c'est un management qui reste d'une structure émergente. C'est-à-dire, ce n'est pas encore la grosse structure qui tourne. Donc l'enjeu, il est majeur de ce point de vue-là. Je ne pense pas qu'il y ait des solutions. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette en management. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose à étudier de près. Vous avez cité les exemples de l'automobilisme allemand. Je pense qu'on a d'autres exemples, que ce soit vrai dans la chimie, dans la cosmétique en particulier. Mais voilà, il faut pouvoir mettre en place une structure d'accompagnement qui fait que c'est un projet qui est sorti de l'accélérateur ou de la structure d'exploration, pour le faire vivre jusqu'au moment où il rentre effectivement dans la structure, parce qu'il génère le chiffre d'affaires qu'on attendait. Gros enjeu, je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution. Et à notre corps défendant, comme vous l'avez vu, je suis passionné par la conception de tout ça. L'exécution, donc, c'est-à-dire quel est le vrai métier des entreprises, je sais que les gens savent faire, ou en tout cas, a priori, il y a assez de consultants sur la place qui font. Mais je pense qu'il y avait moyen, et c'est ce qu'on essaie de faire, de soigner la conception aussi, cette étape de départ. La question, elle est vraiment sur la table. Je ne pense pas que je suis la plus appropriée non plus pour donner une bonne réponse, vu notre compétence qui est quand même restée assez sur le fait de faire les plans à l'architecte et de ne pas nécessairement faire le métier de la construction. J'ajoute juste un exemple français. Il y a Dassault. Dassault qui avait fabriqué des avions, mais aussi avait son logiciel. Avec beaucoup d'innovation, ils ont fait 2 entreprises, Dassault Aviation, Dassault Systèmes. Très bon exemple. Une dernière question avant de libérer notre estomac. Oui, merci pour cette présentation passionnante. Moi, j'ai une question qui fait écho à la toute première et qui poursuit la question à l'instant sur la tension entre exploitation et exploration. Au fond, et c'est en particulier vrai pour les petites et moyennes entreprises qui, elles, sont dans une structure de marge tendue, avec peu de ressources, finalement focalisées sur l'exploitation. Et il existe pourtant cette tension culturelle entre l'appétence au risque, qui est nulle en exploitation, forte en exploration. Comment gérer, comment inciter des gens qui sont focalisés sur l'exploitation à sortir de leur zone de confort lorsqu'ils sont bousculés par un choc, et l'actualité nous montre qu'on n'en est pas exempt. De nouveau, il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'on connaît tous des petites et des grandes, ou des très petites et des moyennes qui ont bien résolu le problème, mal résolu. Ce que je pense, en tout cas, qu'il ne faut pas viser, c'est de faire en sorte que toute l'entreprise devienne un moteur d'exploration. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, pour être bon aux opérations marketing, c'est des gens qui connaissent leur métier et qui font. Donc, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il faut pouvoir cultiver les deux sur le même toit, sous le même toit. Donc il y a une partie des gens qui vont être en charge de l'exploration. Les idées sont peut-être venues du monde de l'exploitation. À ce moment, ils vont être pris en charge, parce que je pense qu'il y a des techniques qui ne sont pas celles du management ou de l'exploitation pour faire l'exploration. Et donc, on ne va pas essayer de transformer tout le monde pour dire « pensez tous au futur, sortez tous de votre zone de confort ». Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont le faire par appétence. Il y a des gens qui vont transmettre le bébé un peu plus loin pour le faire. À mon avis, ça serait une bêtise de penser que tous les gens qui gèrent l'opérationnel deviennent des gens qui peuvent faire des essais-erreurs. Pour moi, ça n'aurait pas beaucoup de sens, me semble-t-il. Mais... Nous, très rapidement, c'est comme ça qu'on essaie de le gérer, même si ce transfert exploitation-exploration
Pour faire très simple, notre exploitation, c'est dans le monde du médicament, donc c'est un monde qui, heureusement, est extrêmement réglementé. À l'effet d'autres produits, c'est d'autres réglementations. On voit qu'au moment où on retransfère sur l'exploitation, c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas les mêmes timings, c'est pas les mêmes expertises, et c'est un enjeu majeur pour nous en ce moment. La façon dont on l'a traité, c'est qu'on a créé au sein d'une même structure une équipe dédiée, spécifique, qui travaille sur cette partie exploration. Merci beaucoup. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc il va falloir conclure. Je vous remercie Yves Pigneur pour cette conférence. Merci Jean-Fabrice. Merci à vous, Éric Lambert. Merci. La journée n'est pas finie, les festivités continuent. Prochaine conférence à 14h30. Et il y a plein d'autres choses, il y a un pique-nique ce midi, voilà. Bonne journée à tous, merci.